Et du coup, moi, je fais 12e et Kylian, en fait, il vient se placer juste à côté de moi c'était un peu la cohue parce que du coup, on était 15 sur le podium. Et Kylian vient se passer à côté de moi et tout. Et puis moi, je me retrouve en face de ce mec et je me dis, non, mais là, où je suis, quoi. Je veux dire, il y a une espèce de légende qui me fait une accolade et je suis en train de partager un podium avec lui. Et aujourd'hui, encore, quand je regarde la photo, je me dis, mais là, tu te retrouves ouais, sur cette scène, et ouais, ça m'avait marqué, quoi, enfin, vraiment. Salut à toutes et à tous, c'est Nico au micro, et vous écoutez Let's Try, le podcast. Dans le LTP, j'ai décidé de partir à la rencontre de toutes les personnalités qui constituent notre milieu. Organisateurs de courses, athlètes élites, ou encore coureurs de milieu ou de fin de peloton, je souhaite, par le biais d'un entretien au format long, entrer dans l'intimité de mes invités au travers de leur histoire, de leur motivation et de leurs petits secrets. Mais avant tout, je souhaite faire de ce podcast un projet participatif. Donc pour agrandir la communauté, n'hésitez pas à parler du LTP autour de vous. Et surtout, et c'est ce qui est le plus important pour moi, courez vite sur la plateforme Apple Podcast pour noter avec 5 étoiles et y laisser un petit commentaire. C'est ce qui m'aide à remonter dans les classements. Et passons maintenant à la présentation de l'invité du jour. Dans cet épisode, je reçois un athlète de la team Matrix. Tout d'abord jeune spécialiste de ski de fond qu'il a pratiqué sur le circuit national pendant de longues années. Et c'est à la fin de ses années juniors qu'il se teste sur le trail et intègre l'équipe de France junior de course en montagne. Dès lors, le trail est devenu son sport de référence. Ce nouveau diplômé en e-learning option CPSS commercialisation des produits et services sportifs est un véritable passionné de sport et de tout ce qui se rapporte à la performance. Mais il court également les grandes compétitions internationales de ski alpinisme telles les championnats de France ou la Pyramenta. Il a d'ailleurs récemment été sélectionné en 2020 en équipe de France en décrochant le podium espoir aux France. Nous parlerons de son parcours de vie, de ses premiers pas de sport et de trail, de la vision de son avenir professionnel et sportif, mais nous évoquerons également d'autres sujets bien plus larges comme la préservation de l'environnement ou sa vision de la communauté du trail running. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de ma conversation avec Johan Beaujard. Aujourd'hui, je suis avec Johan Beaujard. Johan, salut, je te remercie énormément de nous rejoindre sur le podcast. Et bah, c'est moi qui te remercie, Nico. C'est un premier exercice du genre pour moi. Donc voilà, je suis content de partager ça avec toi. Mais on va se régaler, tu vas voir. Alors, je tiens dans un premier temps à saluer Diane Marguerite Solé qui nous a mis en contact tous les deux. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de la relation entretenue avec Yann pour commencer? Ouais, carrément. Et ben, Jeanne, c'est un super copain que j'ai rencontré en fait via les courses de trail. Parce que on s'est retrouvé un peu sur les mêmes formats de courses, les Coupes du monde de skyrunning ou voilà des courses de plus ou moins 20 km techniques et montagneuses. Et voilà, vu qu'on est tous les deux de 97, du même âge, on a vite sympathisé. Et voilà, ce qui est marrant, c'est qu'au début, moi, c'était pour moi la grosse référence un peu de ma génération. Quand en 2017, je m'en souviens, il gagne les dolos, enfin, Jeanne, pour moi, je le connaissais pas du tout à l'époque et c'était le mec ouf, quoi. Mhm. Et après, on a appris à se connaître et en fait, c'est un mec adorable, quoi. Il est toujours la banane, toujours en train de discuter. Et du coup, maintenant, c'est cool d'être son copain et de le titiller un peu sur les courses. Donc voilà, un super pote. Il est top. Il est top. On a Ouais. beaucoup d'échanges. Alors, je suis désolé de commencer l'entretien avec lui, hein, mais bon, il est à l'origine de notre rencontre. Donc voilà. Oui, bien Effectivement, sûr. Yann, c'est quelqu'un de super, super agréable et super, super sympa. Ouais, ouais, c'est clair, ouais. Non, non, mais en plus, j'ai écouté du coup le podcast que tu as fait avec lui et je l'ai trouvé vraiment génial. Enfin, c'est un gars qui a plein de belles histoires et qui est un vrai gentil, quoi. Donc, tu as toujours plaisir à passer du temps avec lui. C'est clair. Johan, est-ce que tu peux, dans un premier temps, te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas en quelques mots? Ouais, alors du coup, bah, Johan Beaujard, j'ai 23 ans. Je fais du trail depuis 4-5 ans. Je suis membre du Team Matrix depuis 1 an. Et je cours surtout sur des formats plutôt courts qui vont de la course de montagne, donc 1 heure de course jusqu'à 30-40 km, quoi. D'accord. Alors, tu m'as dit en off que
Ça s'écrivait Johan, mais il fallait le prononcer Johan. Tu peux nous expliquer pourquoi? Ouais, en fait, c'est un peu bête. C'est quelque chose qui me suit depuis tout gamin, mais en gros, ma mère, quand je suis né, eh ben, elle voulait m'appeler Johan, mais elle trouvait que c'était plus joli de l'écrire Johan comme dans les pays norvégiens ou allemands, où par Les exemple, pays on scandinaves. connaît, ouais, c'est ça, on Mhm. connaît tous Johannes Bö, la star du biathlon, bah, c'est Johannes, mais en fait, on dit Johannes là-bas. Et du coup, elle préférait ça comme ça, et du coup, bah, moi, j'ai hérité de ce nom et du coup maintenant il faut que j'explique à chaque fois pourquoi. Désolé. Non, non, pas de problème. Ben justement, c'est une transition toute trouvée pour le début. Moi, j'aime bien parler de l'enfance de mes invités. Est-ce que tu peux nous raconter dans quel environnement tu as grandi? Qui était Johan enfant? Ouais, eh bien j'ai grandi, enfin je suis né en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, à Clermont-Ferrand. D'accord? Donc j'ai passé mon enfance là-bas, dans les volcans d'Auvergne. Euh, j'ai été, en fait, j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 15 ans. Et en fait, mes parents, ils sont dans les abeilles, dans l'apiculture. Et donc, j'ai grandi un peu dans ce milieu-là, dans un milieu plutôt agricole, dans la nature. Et voilà, c'est une entreprise familiale. En fait, ma mère est la quatrième génération d'apiculteurs. Donc, mes grands-parents sont là-dedans, mes arrière-grands-parents D'accord. étaient là-dedans. Et du coup, vu que c'est une entreprise familiale, tout le monde met un peu la main à la pâte. Et du coup, j'ai très tôt été dans les ruches. Et voilà, j'ai grandi dans ce milieu-là avec mes sœurs et voilà. D'accord. Ah ben, ça m'intéresse parce que alors l'apiculture, je suis très très loin de tout ça. J'avoue ne pas être très au fait euh, de cette technique-là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment ça se passe dans des ruches et dans une entreprise comme celle de tes parents? Alors, comment ça se passe? C'est une question un peu En large, fait, mais est-ce que tu peux nous ouais, en parler un peu? alors, Ouais. ouais, carrément, ouais, parce qu'en plus, c'est un milieu qui me passionne, donc avec grand plaisir. Euh, Déjà, c'est une profession agricole, donc ça, bien sûr en lien avec la nature et le vivant. Donc moi, ce qui est marrant, c'est que mes deux parents ont chacun leur entreprise dans le miel. En fait, du coup, ma mère est née là-dedans, comme je suis né là-dedans, et mon père, en rencontrant ma mère, il s'y est mis aussi. Et, voilà, mais ils ont fait un peu leur entreprise chacun de leur côté. Et du coup, ils ont, ma mère a 600 ruches et mon père en a un peu plus. C'est des cheptels qui sont conséquents parce qu'en fait, c'est un boulot qui est minutieux et qui demande en fait d'être présent toute l'année pour les abeilles, même si l'hiver, là, elles sont assez tranquilles au fond de la ruche. Il y a quand même beaucoup de boulot, d'entretien, faut veiller sur elles pour être sûr qu'elles restent en vie. Ou voilà, il y a plein de soins en fait à apporter. Et l'été, c'est la haute saison, donc c'est le moment où les abeilles elles bossent à fond. Donc il y a la récolte du miel. Faut- En fait, faut passer son temps avec les abeilles. Moi, ce que je suis assez proche de mon grand-père qui est absolument passionné d'abeilles parce que bon, il a 85 ans et il bosse comme il y a 20 ans. Il a eu sa première ruche, il avait 9 ans, il me semble. Et en fait, c'est un boulot passion, quoi. T'es tout le temps dedans. T'es tout le temps au plus proche des abeilles. En fait, moi, mes parents, je les vois pas comme des producteurs de miel. Souvent, on voit un peu ça dans le grand public, mais c'est plutôt des gens qui sont au contact d'un animal que des gens qui vont produire du miel pour gagner de l'argent grâce au miel. En fait, bah, on est passionné d'abeilles, on a envie de faire un peu notre vie avec elles, et elles nous donnent un produit. En échange, on leur donne beaucoup de soins, on leur donne plein de choses, et, euh, et c'est un peu une association à bénéfice réciproque, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre Tu que... peux pas te permettre en gros de laisser des ruches pendant un certain temps sans surveillance ou sans soin. Alors en fait, ça va dépendre des espèces, c'est comme tout. Les espèces, entre guillemets, utilisées pour faire du miel, ou en tout cas exploitées par l'homme,
ça va être des espèces qui vont être productives, mais qui vont avoir besoin de l'homme pour l'être. Bien sûr, il y a des abeilles sauvages, on en compte de moins en moins parce que aujourd'hui, la plupart des abeilles qu'on voit, et c'est en plus c'est une espèce qui est gravement menacée, donc elle devient en fait dépendante de l'homme. Mais c'est clair que les abeilles de mes parents, si on les laisse toutes seules, même un hiver, à la fin, au printemps, il n'y a plus personne. Donc non, J'avoue mon ignorance sur ce sujet. Il y a des différentes races ou espèces d'abeilles? ouais, ouais, bien sûr, ouais. Selon les climats, selon les pays, il y a plein de différences. Euh, En fait, elles vont pas avoir à la fois les mêmes comportements, elles vont pas avoir les mêmes rendements. Et une abeille qui est entre guillemets domestiquée, donc c'est les abeilles avec lesquelles travaillent mes parents, elles vont être calibrées. Je sais pas, c'est un peu moche de dire ça, mais, mais pour faire du miel et pour en faire en excès. C'est qu'elles vont pas juste penser à leurs propres besoins à elles. Elles vont pas être dans une logique de survie, mais dans une logique un peu de production. Et comment on Voilà, fait non. pour faire en sorte une abeille surproduise? C'est par quel mécanisme? En fait, c'est même pas surproduisent, hein. Si ça se trouve, mes parents, ils me diraient que je suis pas tout à fait dans le vrai. Mais en fait, c'est juste que c'est des espèces qui sont sélectionnées. Enfin, c'est comme en agriculture, on va sélectionner une espèce de blé qui va être productive, qui va être adaptée à un certain climat en fonction de la pluviométrie, en fonction des sols, en fonction de plein de choses. Et du coup, au bout du compte, ça va nous donner une production qui est suffisante pour les besoins qu'on a. Et en fait, l'abeille, ça va être un peu pareil. C'est qu'on ne peut pas aller prendre une abeille sauvage qu'on va trouver je ne sais où, parce que bon, en France, je ne suis pas sûr qu'on en ait tant que ça. Euh, mais on peut pas la prendre, la mettre dans une ruche et la domestiquer et lui prendre du miel parce que elle va pas être du tout d'accord, quoi. Donc en fait, ça va être juste une espèce qui correspond un peu à ce pourquoi on a besoin. Et tu disais qu'elles étaient en danger, c'est peut-être par rapport aux frelons asiatiques notamment, non? Alors oui, mais clairement le plus gros danger de l'abeille aujourd'hui est l'homme, mais comme le plus gros danger de la plupart des espèces est l'homme, hein. Mais donc en fait, tous les produits phyto qu'on met, toute la pollution qu'on émet, enfin, bon, il y a tout un tas de problématiques qui intervient sur les abeilles et qui sont énormément menacées. Et donc voilà, ça c'est le premier danger pour eux, d'autant que ce qu'on a tendance à ne pas trop savoir, c'est qu'en fait, les abeilles, on est absolument dépendant des abeilles. C'est que toute notre alimentation est liée aux abeilles. Et si demain il n'y a plus d'abeilles, je crois que les scientifiques ils nous donnent même pas une cinquantaine d'années, quoi. Enfin, D'accord. c'est du délire à quel point en fait on est dépendant des abeilles. Et après, oui, elles ont quelques autres gros quelques autres Grosse espèces qui la menace. mettent ouais, quelques grosses menaces, merci, dont bah, le frelon asiatique dont on parle beaucoup. D'ailleurs, enfin, c'est marrant parce que je suis rentré chez mes parents en novembre et il y a un énorme nid de frelons asiatiques qui s'est installé devant le rucher de chez mes grands-parents. Et c'est Mhm. une boule, mais ça fait deux fois un ballon de basket, quoi. Et en fait, tu vois qu'ils se sont mis là parce qu'ils peuvent directement aller attaquer le rucher et c'est vraiment impressionnant. Enfin, on se sent petit parce que quand on voit un nid comme ça, on se dit que si la colonie, elle décide de te prendre en chasse, elle te tue. Et donc voilà, il y a le frelon asiatique qui en plus fait un peu un ravage parce que les abeilles de nos régions, elles sont pas du tout adaptées à cet envahisseur. Donc voilà, mais après il y a aussi le varroa, il y a tout un tas de choses qui font qu'en fait les abeilles sont un animal très très fragile et qui ont besoin de nous entre autres pour l'aider. En tout cas celles en tout cas avec lesquelles on travaille, elles ont besoin de nous pour affronter un peu tous ces dangers, quoi. Et Mais après puisque c'est tu aussi dis... contradictoire. Vas-y, vas-y. Ouais, excuse-moi. Non, Vas-y. après c'est aussi contradictoire parce que à la fois elles ont besoin de nous pour combattre ce genre de danger, mais on est d'un autre côté leur plus gros Mhm. danger, donc tu vois des fois c'est un peu difficile d'avoir Ouais, une ça peut être opinion très paradoxal. tranchée. Ouais, voilà. Votre famille étant
dans les ruches depuis des générations. J'imagine qu'elles ont dû s'apercevoir au fur et à mesure des dégradations des conditions et l'augmentation de la difficulté de faire leur propre activité du coup. Ah bah c'est clair, hein. Ça c'est clair, c'est devenu super compliqué. Et pour le dire, moi c'est quelque chose, une phrase que mon papy m'a dit et ça m'a frappé. Et mon papy qui est un passionné et qui voudrait tellement au fond de lui que je reprenne l'exploitation, il m'a dit mais tu sais, je peux même pas te conseiller de reprendre l'exploitation parce que je pense qu'aujourd'hui, être apiculteur, c'est se tirer une balle dans le pied. Parce qu'il dit moi quand j'étais jeune, euh, faire des abeilles, c'était simple, quoi. Enfin, je veux dire, tu avais des Mhm. ruches, elles se démerdaient plus ou moins, et puis ça, de toute façon, ça produisait, et tu n'avais pas de mortalité comme tu as maintenant. Il dit maintenant, mais tu peux passer un hiver, tu n'as plus que la moitié de tes ruches, faut tout reconstruire ton cheptel, c'est super compliqué, et, c'est devenu galère, quoi. Donc, il y a des bonnes années, il y a de très bonnes années. Comme cette année, ça a été une bonne année. En fait, les bonnes années dépendent de tout un tas de choses. Mes parents, ils ont leur ruche donc dans les volcans d'Auvergne, comme je le disais, qui est une région qui est quand même vachement préservée. Mhm. Il y a peu de monde là-bas, t'as plein de fleurs. C'est impressionnant le nombre de fleurs qu'il y a là-bas quand les prés sont pas fauchés. Et, euh, et ce qui fait qu'il peut y avoir de très belles récoltes, mais ça va dépendre encore une fois de la pluviométrie, de tout un tas de choses et de la santé des abeilles. Et voilà, c'est plein de conditions qui sont super difficiles à réunir aujourd'hui. Et c'est vrai que mes parents, ils me disent, nous, ça nous ferait plaisir que tu sois la cinquième génération, mais à la fois, on n'a pas envie que dans 30 ans, tu sois complètement dans la merde parce que ça marche pas, quoi. Et toi, ton souhait, ça serait quoi? Très bonne question. Très bonne question. Je vais pas trop le dire parce que si mes parents écoutent après le podcast, ils vont penser que Tu as j'ai droit à un signé. joker si tu veux. Non, en vrai, mon souhait aujourd'hui, il est pas dans les abeilles, mais on y reviendra. Mais moi, j'ai vraiment on va dire, des ambitions sportives. Et pour avoir grandi dans le milieu du coup de l'apiculture, je sais à quel point une profession qui est chronophage et qui est Mhm. très difficile à concilier avec du sport à haut niveau. Donc aujourd'hui, je me projette pas trop là-dedans, mais mais je pense clairement qu'un jour, enfin, c'est un milieu qui me touche. Et en fait, quand tu grandis dedans, c'est un peu comme Obélix qui tombe dans la potion. Tu vois, c'est un truc Mhm. qui. Tu as une sensibilité particulière vis-à-vis de cet animal, vis-à-vis de la nature, vis-à-vis du vivant. Et c'est vrai que je pense que si aujourd'hui je devais choisir un métier, j'irais vers celui-là. Ouais, Tu peux citer le nom, je sais pas, de la société, si on peut en parler un petit peu, ouais, si tu le bien sûr, souhaites. ouais. Et ouais, ouais, bien sûr. Et bien, du coup, l'entreprise de ma mère s'appelle La Ruche des Volcans. Donc facile, La Ruche et les volcans d'Auvergne. Mhm. Donc elle est productrice de miel bio donc dans le massif du Sancy, donc au cœur de l'Auvergne. Et mon père, son entreprise à lui s'appelle Butimiel. Donc lui, il est plus situé sur la région clermontoise. Et c'est pas tout à fait la même clientèle. Ma mère s'adresse beaucoup. C'est plus une cliente, comment dire, un commerçant de proximité. Elle va avoir les personnes qui viennent dans son magasin, tout ça. Tandis que Mhm. mon père, il va être plus, il va vendre à la grande distribution. Ça va être un petit peu plus large. Donc le miel va être de tout aussi bonne qualité. Mais du coup, c'est pas tout à fait il se marche pas dessus, quoi, on va dire. Et les deux activités, les deux zones géographiques sont pas les mêmes du coup entre ton papa et ta maman. Non, bon, après, à vol d'oiseau, il y a 50 km d'écart. D'accord. Mais, Mhm. mais mon père, c'est beaucoup plus une apiculture de la plaine, on va dire. Mhm. Et ma mère, elle est dans les volcans, donc c'est déjà plus de la montagne. Très bien. Bon, on leur fait un petit coucou et on les embrasse bien fort. Pour Avec revenir plaisir. à ton enfance et à la situation, donc tu as grandi dans cet environnement-là, agriculture familiale, générationnelle, etc. Est-ce que Ouais. tu peux nous en dire un petit peu plus? Des parents sportifs? Pas du tout? Alors, pas du tout. Du coup, je suis pas du tout issu d'un milieu sportif. Mon père est amateur, il suit de loin et il courait beaucoup étant jeune, mais comme tout personne d'une cinquantaine d'années, maintenant il y a les genoux qui couinent un peu. Donc voilà, mais en fait, la raison première
l'entre guillemets sédentarité de mes parents, parce que quand on fait une profession agricole, la sédentarité est toute relative, hein. Oui, c'est ça. Disons que La c'est tellement... c'est pas la même sédentarité que moi qui va chercher mon café ou une feuille à l'imprimante Non, derrière non, mon non, bureau. non, c'est clair. Enfin, moi, je vois mon papy à 85 ans qui est encore en train de porter les ruches. Enfin voilà quoi, on voit que en final toute sa vie il a fait du sport. Mais On peut parler de non-sportivité plutôt que de ouais, sédentarité. voilà, exactement. Non, du coup, non, pas un milieu sportif, mais en fait pas un milieu sportif parce que encore une fois, ils sont dans des métiers qui prennent tellement de temps qu'ils n'ont pas le temps d'autre chose, quoi. Mhm, Enfin, mhm. ils partent très peu en vacances. Voilà, les 5 semaines quand tu es apiculteur, mais c'est une énorme blague, quoi. Je veux dire, mes parents, ils y pensent même pas. Mes parents, ils prennent une semaine par an, ils prennent 3-4 jours à Noël, et puis voilà, basta, quoi. Et du C'est un coup, peu en fait, c'est l'agriculture dans l'agriculture de manière générale, hein. oui, oui, ah non, mais exactement, oui, exactement, c'est ça. Donc voilà, ils sont pas. On n'a jamais été très. Enfin, avec mon père, on partait un peu au ski, mais on n'a jamais été à partir 3 semaines l'été à vadrouiller en montagne, quoi. Et après, il y a aussi que c'est un métier qui est une passion à elle toute seule. Et du coup, je pense que tout passionné, au final, se dédie vachement à son activité. Et Mhm. du coup, c'est peut-être aussi ce qui fait qu'ils vont pas forcément vers d'autres passions un peu plus loisirs. Donc voilà, j'ai 3 sœurs qui sont pas non plus sportives. Et voilà, je suis un peu le seul qui ait cette âme sportive dans la famille. Alors justement, déjà, est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton, j'aime pas trop le terme, de ton comportement enfant? Tu étais plutôt introverti, dynamique, comment tu te comportais socialement, on va dire, notamment à l'école? Ouais, ouais, alors ouais, j'étais carrément le mec introverti, hein. Enfin, j'ai jamais été la coqueluche de l'école, d'autant que ouais, je suis assez réservé. J'étais plus celui, tu vois, qu'on pouvait un peu se foutre de sa gueule, on va dire, plutôt Mhm. que celui qui a l'initiative des conneries. Surtout que bon, en Auvergne, j'ai grandi en fait dans un petit village où, bon, après voilà, c'est les écoles des villages, hein, mais mais c'est quand même un environnement où, où les gamins entre eux sont pas tendres, je trouve. Et voilà, moi j'étais pas forcément le leader. Après, j'avais plein de copains et puis j'arrivais un peu à me fondre dans toutes les masses, mais non, j'étais pas le gars le plus en vue et je le suis toujours pas d'ailleurs. Donc voilà, on va dire que ça n'a pas changé. Et tes premiers, on va dire que là on va sauter du côté euh, adolescence, post-adolescence, au niveau du collège, Mm. du lycée, tu veux t'amener vers quoi au niveau scolaire? C'est quoi ton but, ton objectif? Alors en fait, bah, collège-lycée, il y a eu une grosse transition pour moi parce pardon, au lycée, je suis parti d'Auvergne pour le Jura, pour faire un sport-études. Et D'accord. du coup, déjà à ce moment-là, j'avais cette entreprise un peu sportive. Et en fait, j'ai toujours, on va dire, fait ma scolarité en fonction de mes aspirations sportives. Toujours, je sais pas, parce qu'en primaire, non, en primaire, c'était pas le cas. Au collège, ça a commencé à être le cas. Mais après, au lycée, voilà, je suis parti. J'ai choisi un lycée parce que c'était un sport-études. Après, j'ai choisi mes études post-bac, entre autres parce que c'était sport-études, mais on pourra y revenir. Et voilà, j'ai jamais su trop ce que j'allais faire. Ouais, Mais tu savais que enfin, ça je allait être vois dans le sport. Alors justement, vu que même tu pas. as fait un sport-études et que tu n'étais pas dans un environnement de sport, est-ce que tu peux nous parler de tes premiers pas de sport et pour quelles raisons tu t'y es intéressé du coup? Bah, en fait, c'est quelque chose qui m'a toujours pris aux tripes. J'ai un peu de mal à l'expliquer, mais j'ai toujours rêvé devant le sport, devant tout un tas de sports. Et ouais, j'avais besoin de bouger. Euh, je sais pas, c'est quelque chose qui allait de soi, quoi. Je l'ai jamais trop expliqué, mais, euh, mais voilà, c'était en moi. Et en fait, j'ai commencé le sport comme tout le monde, je pense, par le club de foot. J'étais un bien mauvais joueur. Tu vois, j'ai dû marquer 2 buts dans ma carrière de footballeur, qui s'est arrêté précocement, bien sûr. Et du coup, voilà, j'ai commencé par le foot et ensuite j'ai fait du ski alpin
parce qu'en fait, du coup, comme je le disais tout à l'heure, on partait un peu en vacances au ski avec mon père, et mon père trouvait que je me démerdais bien pour un petit garçon. Et du coup, au collège, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un club de ski dans les volcans d'Auvergne. Et du coup, je me Mhm. suis dit, bon, bah allez, je vais aller au club de ski. Et là, je me suis pris de passion pour le ski alpin, mais ça m'a vraiment pris au trip, quoi. C'est devenu un peu tout dans le sens où le ski alpin, quand tu as 10-12 ans, tu te vois l'hiver, tu vas skier un peu les week-ends avec le club, mais le reste du temps, il n'y a rien. Et moi, l'été, je m'étais mis dans le club de VTT pour me faire la caisse, pour progresser l'hiver. Enfin voilà, je voulais vraiment. J'avais envie enfin, de m'investir dans le truc, alors que. C'était à quel âge ça? Enfin, euh, j'étais au club de ski alpin de ma sixième à ma troisième, du coup. Mhm. Non, dès CM2, je crois, à ma troisième. Et du coup, voilà, j'avais un peu cette envie-là. Mais malgré tout, j'avais commencé assez tard. Et les clubs d'Auvergne, c'est des petits clubs où on n'a pas trop de moyens. Donc par rapport au club alpin, clairement, mais il n'y a pas match, hein. Mhm. Et en fait, c'est une discipline qui demande beaucoup de technique. Donc en commençant le ski en compète à 10 ans, t'es déjà dans le deuxième wagon, quoi. Donc, mais voilà, j'avais quand même cette envie-là. Et en troisième, je me suis un peu bougé en passant une étape supplémentaire et en allant en sport-études. Il y avait un collège sport-études en Auvergne. Et du coup, je suis parti là-bas au collège de Besse. En fait, c'est donc sous la station de Super Besse, pour ceux qui Mhm. connaissent. Et, euh, et je suis parti en sport-études là-bas. Et là, il y a eu un gros bouleversement parce qu'en fait, là-bas, on avait un peu des épreuves de course à pied parce que bah voilà, l'été, en fait, tu te retrouves à t'entraîner pour la saison. Donc tout l'automne, on avait des épreuves de course à pied, on avait le cross du collège, tout ça. Et il se trouvait que je courais pas trop mal. Et en fait, les entraîneurs de ski de fond, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, putain, mais t'as des qualités d'endurance et tout, tu pourrais être bien meilleur fondeur que tu n'es skieur alpin, quoi. Et mais bien que le ski alpin me prenait aux tripes, ça m'a quand même fait réfléchir parce que j'avais déjà des rêves de haut niveau. Enfin, vraiment, je bavais devant les champions. Et moi, en fait, ce que j'avais envie, c'était d'aller au plus haut niveau. Et j'avais envie de dire presque quel que soit le sport. En fait, c'était mon envie de haut niveau qui primait. Et après, Mhm. le sport, eh ben, j'allais en faire une passion, quoi qu'il arrive, quoi. Et du coup, bah, de fil en aiguille, en écoutant ces entraîneurs de ski de fond qui me disaient viens faire du fond, et bah, je me suis retrouvé à faire du ski de fond en troisième, alors que j'avais jamais mis les pieds sur des skis de fond, et à délaisser le sport que j'aimais tant, le ski alpin. Et du coup, voilà, je me suis retrouvé à faire du ski de fond. Et l'année d'après, je suis parti en sport-études dans le bas du massif du Jura, dans l'Ain, en sport-études ski de fond, du coup. Et là, c'était parti, quoi. C'était parti pour quelques années de ski de fond sur la scène nationale. Je traînais un peu le même boulet parce qu'en commençant le ski de fond à 14 ans, du coup, bah, là, il y a quand même un bon retard technique à combler malgré les qualités, hein, on va dire, physiques. Mhm. Et voilà, je me suis retrouvé dans le Jura, à 300 km de chez mes parents, à faire un sport-études ski de fond. Et Ça, c'était donc en seconde. ouais, c'est ça, je suis parti en seconde et j'ai fait tout mon lycée là-bas. Ouais. D'accord. Euh, comment s'est passé le sport-études au lycée au niveau des résultats scolaires, etc. Tu peux nous parler un petit peu de cet aspect-là? Ouais, ouais, ouais. Bah alors la ville, je sais pas si je l'ai dit, c'est Nantua. Donc en fait, c'est dans l'Ain, du coup, dans le bas du Jura. À Nantua, c'est un lycée sport-études, mais qui n'est pas un pôle espoir. Donc on est toujours en 3 ans. Et il y a un suivi scolaire qui est vraiment pointilleux. Disons que on est au lycée, on passe un bac général, et le sport, c'est la deuxième chose la plus importante. Donc c'est Mhm. pas du tout, on nous fait pas croire que le but c'est de tout mettre dans le ski, quoi. Du coup, la scolarité s'est très bien passée. J'ai fait un bac S que j'ai bien réussi. J'ai toujours été un élève très correct, jamais passionné d'études, mais je faisais toujours le nécessaire pour avoir des bonnes notes.
Et, et voilà, non, tout s'est bien passé. Je mettais un peu plus d'implication, bien sûr, dans le sport, qu'on pratiquait 3 après-midi par semaine, plus les week-ends. Et voilà, j'étais dans l'équipe régionale de l'Ain. Et du coup, l'hiver, on faisait les Coupes de France, on faisait tout le circuit de compétition qui est très dense. Et l'été, on faisait l'entraînement pour l'hiver, quoi. Et à ce moment-là, au niveau des années lycée, c'est quoi tu te vois comment dans les années à venir? Tu veux faire quoi? T'as un métier en ligne de mire? Bonne question, j'essaie de me souvenir, mais non, clairement non. Et c'est, en fait, j'ai jamais trop su quoi faire. Les études, ça m'a jamais pris au trip parce que d'être assis sur une chaise pendant toute une journée, déjà, c'était un calvaire. Et en fait, je m'ennuyais, quoi. Je suis toujours celui qui était plus dans ses pensées que le gars à bloc en cours. Donc non, j'avais pas d'envie particulière. En plus, peut-être que je savais que j'avais un peu la porte de sortie des abeilles, où c'était peut-être un peu une évidence. Donc d'un côté, me prenais pas trop la tête avec ça non plus. Mais non, j'avais pas vraiment d'objectif professionnel. Pour moi, c'était un devoir de bien travailler, d'avoir des bonnes notes, et après on verrait quoi. Et donc, comment ça se passe au niveau du ski de fond? Quels résultats tu obtiens? Jusqu'à où tu vas? Alors, en ski de fond, j'ai jamais eu une très grande réussite. Parce que, donc, comme je le disais au début, il a fallu quand même combler ce retard technique qui m'a bien pris 2 saisons. Si je suis rentré à Nantua déjà au sport-études, c'est clairement parce que sur les tests de sélection, il y avait de la course à pied et que du coup, encore une fois, les entraîneurs là-bas se sont dit, putain, lui, vu comme il court, si on arrive à mettre ça sur des skis, ça peut être pas mal. Et, mais malgré tout, j'avais des lacunes techniques et, et en cadet, au moment de rentrer en sport-études là-bas, sur les Coupes de France, tu fais 80e, quoi. Donc bon, c'est loin d'être les 10 premiers ou enfin, les gars où tu peux te dire, eux, on les retrouvera en équipe de France, quoi. Hmm. Donc un peu compliqué, d'autant que là-bas, je me suis un peu retrouvé en autonomie. En fait, j'ai pas été pris à l'internat là-bas parce que j'étais pas de la région. Et du coup, à 15 ans, je me suis retrouvé en appartement. J'avais un petit studio à côté du lycée et les pistes, elles étaient à 20-30 minutes de bagnole. Donc, bien sûr, à 15 ans, à 300 km de chez tes parents, t'as pas de bagnole. Du coup, même en hiver, je skiais la semaine avec la section sportive. Mais le week-end, souvent, s'il n'y avait pas de course, en fait, je me retrouvais à Nantua, donc j'allais courir, quoi. Ouais, j'étais pas bercé dans le milieu du fond et du coup, j'avais pas une grande réussite. Donc après, au fil des années, à force de m'obstiner, parce que j'ai quand même passé quelques années, euh, j'ai été jusqu'à la dernière année junior. Et en dernière année junior, je crois que je décroche un top 15 sur la Coupe de France en junior. Donc un top 15, c'est très correct, mais c'est les 5 quoi, qui sont pris en équipe de France. Donc un top 15, tu te dis pas, je vais aller au jeu en ski de fond, quoi. Donc à ce moment-là, ouais, un peu dur mentalement parce qu'au final, tu fais plein de concessions du fait d'aller loin de chez tes parents, de tout mettre en place parce que moi j'ai toujours vu le sport comme un truc dans lequel je m'engageais, quoi. Enfin, je veux dire, si je fais du sport en compète, c'est pas pour le faire en demi-teinte et puis aller skier une fois par semaine, quoi. C'était vraiment, je mets tout, quoi. Du coup, c'était un peu dur de faire le bilan tous les printemps et de se dire putain j'ai pris combien de branlées cet hiver, au final il y a encore tout à faire et c'est pas gagné, quoi. Donc voilà, je dirais c'était pas des années où il y a eu une grande réussite, quoi, on va dire, mais Et, par contre ça a été des années très très formatrices. et à ce moment-là, tu te dis, je dois arrêter, comment ça se passe? Ouais, carrément. Bah en fait en fin de lycée je vais au bout du cycle quand même, du coup jusqu'à ma terminale. Et en fin de lycée, je suis complètement dégoûté du truc. J'en ai un peu ma claque et en fait je me résigne, je me dis bon, je suis pas fait pour ça, d'autant que même après une fois que j'ai eu comblé mes lacunes techniques, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas forcément un effort qui était fait pour moi. En fait le ski de fond c'est un peu comme le VTT,
Je sais pas si tu vois le VTT en Coupe du Monde. En fait, c'est tu prends un pétard 30 secondes, ensuite tu Mhm. descends, tu reprends un pétard 30 secondes, et en fait, tu fais des 30-30 ou des 1-1 pendant une demi-heure, quoi. Mhm. Donc, et en fait, je me suis rendu compte que ça m'allait pas tant que ça. Autre exemple, si je faisais de la VMA en course à pied avec les copains du ski de fond, souvent je me faisais, enfin j'étais à la peine. Alors que si on faisait un cross d'une demi-heure en effort continu, bah C'était là je devant. me démarquais quoi. Ouais. Mhm. Donc voilà, je me suis aussi rendu compte de ça. Et du coup, fin de lycée, je me suis dit bon bah le sport, voilà, j'ai fait le tour. Dommage, c'est pas une grande réussite, mais je peux rien regretter parce que je pense avoir quand même donné tout ce que j'avais à donner. Et là, je me suis dit bah je vais faire des études. Et du coup, je suis parti dans une très grosse école d'ingénieur à Lyon. Et, euh, et voilà, mais ça n'a pas duré longtemps. Ah, raconte-nous. Euh, alors, en gros, en fait, je suis parti en école d'ingé parce que mes profs, au vu de mes notes, me disaient, mais il faut que tu ailles en école d'ingé, tu feras ingénieur et puis tu auras une bonne situation et ce sera cool. Et du coup, voilà, je suis parti aux arts et métiers à Lyon. Et pour te dire, j'ai abandonné au bout d'une semaine. J'ai pas abandonné à cause de la charge de travail parce qu'au bout d'une semaine, t'es même pas rentré dans les prémices du truc. Mhm. Mais en fait, pendant toute ma fin de terminale, là, le moment où tu décides un peu de ton orientation, tout ça, bah, j'avais fait une croix sur le fond, ça se passait vraiment pas bien, j'étais dégoûté, j'avais qu'une envie, c'était plus toucher au sport du tout. Et, euh, et en fait, fin août, je suis allé à l'UTMB parce que j'avais un peu une histoire d'amour qui était en train de se tisser avec le trail. Et je suis allé à l'UTMB fin août. Et, euh, et là, j'ai assisté à la victoire de Xavier Thévenard, du coup, en 2015. Et là, putain, je me suis dit, enfin, ça a été une révélation, quoi. Genre, déjà, moi, j'étais un fan incontesté de Xavier Thévenard à l'époque. Et de le voir gagner, et je m'en souviens, enfin, c'était ouf, quoi. Et du coup, du coup, je m'en souviens, tu vois, l'UTMB, c'était bon, je sais pas, le 31 août. La rentrée, c'était le 2 septembre. Je suis arrivé à Lyon dans un 10 mètres carrés en école d'ingé. Putain, j'ai regardé ma mère, du coup, qui était venue emménager avec moi. Je dis, voilà, là, je crois que ça va pas être possible. Et ça n'a pas raté. Au bout de 3 jours, je lui disais, bon, je crois que je vais pas rester là, parce que là, c'est pas possible. J'en avais pris plein les yeux par la victoire de Xavier. J'étais dans une grande ville, alors que, bon, moi, je suis un peu plus ours que citadin. Mhm. Et là, je me suis Un dit, grand bon, en fait, ta paradoxe. place. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, enfin, je me suis en fait rendu compte que ma place n'était pas là. Et je suis Ouais. content de l'avoir vécu parce que sinon, enfin, en fait, ça a été tellement évident que du coup, je suis content de l'avoir vécu, mais ça n'a pas duré longtemps. Et ouais, au bout d'une semaine, j'ai remis ma lettre de démission et je suis parti à la fac à Chambéry. Et ne Mhm. sachant toujours pas ce que je voulais faire, mais je me suis dit à la fac, je vais pouvoir reprendre le sport. J'avais quelque chose qui s'était rallumé et du coup voilà. Et d'ailleurs, là, j'ai repris le fond dans ma précédente. Donc, tu vas te dire, c'est vraiment un bordel son parcours. Non, non, Tu mais aurais raison écoute, de dire ça. tous les parcours sont différents et justement, ça nous permet de mieux comprendre qui tu es. Donc, Ouais. Et là, j'ai repris le fond en fait parce que du coup, mon premier entraîneur, du coup, celui qui m'avait mis au ski de fond en Auvergne, est revenu me voir et il m'a dit vas-y, tu peux pas t'arrêter là, il te reste 2 années junior, on repart ensemble. En Auvergne, il y avait. En fait, si j'étais parti en troisième, c'est parce que l'équipe venait de se casser la gueule, il y avait plus d'argent qui était versé pour le ski de fond, c'était tout pour le mhm. ski alpin. Et du coup, à cette époque-là, l'entraîneur avait dit bah, ceux qui ont la caisse ou qui marchent pas trop mal, ou qui peuvent avoir qui peuvent faire quelque chose, aller dans les Alpes ou dans le Jura et aller en sport-études. Et on était du coup 3 ou 4 skieurs auvergnats à être partis en sport-études là-bas. Et du coup, là, après ma terme, il est revenu me voir, il m'a dit, bon, on a remonté une équipe, je veux que tu reviennes avec nous et on te remet dedans. Et voilà. Et c'est avec lui du coup que j'ai fait mes plus beaux résultats en junior. Et, euh, et voilà. D'accord. Tu fais des résultats de quel type en junior du coup? Bah, du coup, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait en gros des top 15 en pardon, des top 15 en Coupe de France. Donc, Mhm. euh, donc voilà, des résultats corrects, corrects sans être excellents. Donc t'es pas aux portes de l'équipe de France. Mais je veux dire, quand tu es 15e français de ta catégorie d'âge, qui sont des catégories de 2 ans, tu te dis, bon, bah, j'ai fait ce chemin-là,
mais tu fais pas dans les 10 de la fin, quoi. Je veux dire, tu es déjà un bon skieur complet, et puis on peut dire que ça avance un peu, quoi, déjà. Donc voilà, c'est une satisfaction assez personnelle, bien que c'est clair, par rapport aux gars que tu vois sur la Coupe du Monde ou qui vont au jeu, il y avait clairement pas match, hein. C'était des gars que j'admirais et c'était pas du tout des adversaires. Tu nous as parlé beaucoup en filigrane, là, en fil rouge, ton impétence à la course à pied. Tu nous en as parlé à plusieurs Ouais. reprises. Quand a eu lieu le déclic, le moment, bon, mis à part cette UTMB, le déclic où tu te dis, ça y est, j'arrête avec le fond, j'arrête avec les autres sports. Le sport, mon sport, c'est la course à pied, c'est le trail. En fait, il y a eu plusieurs déclics. En fait, ça s'est fait progressivement et en parallèle du fond, parce que du coup, euh, quand, comme tout skieur de fond le sait, l'été tu cours beaucoup, tu fais du ski roue et tu cours. Et, euh, et moi, si j'étais venu au ski de fond, c'était entre autres grâce à mes, enfin c'était même pas entre autres, c'était complètement grâce à mes qualités de coureur à pied. J'ai toujours été bien classé sur les crosses du collège, sur les crosses UNSS, sur les trucs comme ça. Et du coup, à cette époque-là, je savais que j'avais une fibre un peu de coureur. Et là où je me prenais clairement des raclés en fond, euh, en course à pied, j'étais devant, quoi. Et du coup, c'était quelque chose qui me donnait de la confiance. J'aurais pas eu en fait la confiance que j'avais en mes qualités en mes qualités physiques grâce à la course à pied. Je pense que j'aurais jamais autant persévéré, parce que là il y avait toujours une petite voix au fond de moi qui me disait mais persévère en ski de fond, persévère. Un jour tu arriveras à transférer ce que tu fais à pied sur les skis de fond, et ce jour-là sera bon, quoi. Parce que je savais à peu près que si demain je faisais un cross avec tous les meilleurs skieurs de fond de ma génération, il y avait de grandes chances que je sois devant, quoi. Enfin, Mhm. peut-être pas à gagner, tu vois, mais dans les 5 premiers, ouais, il y aurait eu moyen, quoi. Donc, euh, donc j'avais un peu cette histoire d'amour-là qui se tissait avec le fond, avec le trail, pardon. Et du coup, bon, vu que l'été on courait beaucoup en montagne, bah, je commençais à accumuler un peu, on va dire, des heures de course à pied. Et comme je te le disais, vu que j'habitais dans un appart et que j'avais pas de bagnole, bah, en fait, la simplicité, c'était d'aller courir au-dessus de chez moi. Et c'était pas de faire du stop pour aller faire 2 heures de ski de fond et puis rentrer, quoi. Donc je courais beaucoup. Et un premier déclic que j'ai eu, c'est lors d'une course locale là-bas, dans le sud du massif du Jura. L'été, du coup, on faisait un peu des trails à droite à gauche. Et, euh, et là, c'était, je sais plus, c'était en 2013 ou 2014, je sais plus, ouais, 2013 peut-être. En gros, il y avait cette course et, euh, et il y avait Xavier Thévenard qui venait faire la course. Et c'était un 15 bornes. Et nous, à l'époque, Xavier Thévenard, c'était le Martin Fourcade bis, quoi. Il y avait Martin Fourcade C'est un en ski de skieur fond de fond, biathlon. Xavier Thévenard, initialement, en plus, me Oui, semble. oui, en plus, ouais, c'est clair. Et en fait, lui, il est né à Nantua, donc où on était au lycée. D'accord. Et ses parents, en fait, enfin, lui est originaire des Plans d'Automne, donc il est né à Nantua, mais il a grandi aux Plans d'Automne. Et les Plans d'Automne, c'est la station où, en fait, on passait tous nos entraînements avec la section sport-études. Et du coup, on pouvait le croiser, ou en tout cas, on savait qu'il était de là. Et puis il venait de gagner son premier UTMB. Xavier Thévenard, c'était la star locale, quoi. Et, euh, et du coup, bref, on se retrouve à faire cette course avec les gars de l'équipe de ski. Et du coup, il y a Xavier. Et du coup, trop cool, nous on se fait surclasser alors qu'on était en junior, on se fait surclasser, enfin on a le droit de faire la course élite, et du coup on se retrouve à faire le 15 bornes. Et là, bon, tu te dis, il y a Xavier Thévenard au départ, bon bah on va le laisser partir, et puis nous on va faire notre course avec les copains. Mais malgré tout, moi qui étais complètement fan de ce mec, je me dis, bon, bah, je vais essayer de l'accrocher un peu. Puis de toute façon, bon, je vais sûrement péter au bout de 5 minutes, mais on verra. Et je me suis retrouvé à faire pas loin de toute la course avec lui. Et la course, elle dure 1 heure et quart, je crois. Et au bout d'une heure, j'étais dans ses baskets et puis on courait ensemble. Et alors, moi, je peux te dire, j'y croyais pas, quoi. Enfin, j'avais Xavier Thévenard devant moi, c'était incroyable. Et à un moment, je pense que ça commençait à le gaver parce qu'il voyait que
qu'il y avait quelqu'un qui lui courait au basque, qui lui collait au basque et il voyait pas trop qui c'était. Enfin, il s'était pas retourné jusque-là. Et à un moment, il se retourne et il voit que bon, c'était un petit gars de 16 ans qui, enfin bon, lui, voilà, il avait son premier UTMB, il avait quand même un statut à défendre. Et bon, là, il m'a mis une sacoche dans une descente et j'ai rien pu faire. Et du coup, bon, je viens finir la course à 1 minute de lui, je crois, mais enfin, pour moi, c'était incroyable, quoi. J'avais fait 1 heure de course avec Xavier Thévenard, je lui mettais 1 minute. Et là, je me suis dit, putain, il y a quand même un mec qui vient de gagner la plus grande course du monde. Il y a peut-être un truc, quoi. Il y a peut-être un truc. Donc ouais, je pense que ça a été un peu le jour où je suis encore un peu plus tombé amoureux du trail. Et après, il y a eu d'autres étapes, comme ma sélection en équipe de France junior de course en montagne, où là, bon, tu rentres un peu plus dans le truc. Mais ouais, je pense que ça a un peu commencé là, quoi, en parallèle du ski de fond. Et voilà, c'est là où je suis tombé dedans, on va dire. Donc c'est ton déclic. Mais là, tu passes très vite fait sur ta sélection euh, euh, pour les France. Est-ce que tu peux nous parler plus précisément de cet aspect-là et du moment où tu es Ouais, sélectionné? ouais, en fait, si je passe vite fait, c'est parce que ça s'est fait un peu après. Et enfin, ça s'est fait même. Du coup, ça s'est fait en 2016. Donc c'était déjà 1 an après avoir passé mon bac. À cette époque-là, du coup, j'avais quelques faits d'armes, mais très modestement, hein, mais quelques faits d'armes au niveau local avec le trail. Je savais que je courais bien parmi les potes, tout ça, mais je savais pas du tout ce que je valais sur la scène nationale. Et du coup, je me suis dit, bah, bouge-toi et puis va voir ce que tu vaux, quoi, parce que c'est bien beau de gagner un peu les courses avec les copains skieurs de fond, mais on n'est pas coureur. Donc si ça se trouve, je vais aller faire les championnats de France, je vais me prendre une raclée et je verrai qu'en fait, je suis pas si bon coureur que ça. Mais il fallait que j'y aille pour le voir. Et du coup, je suis allé aux France de montagne qui était à Saint-Priest, en Ardèche. Et voilà, je me suis pointé là-bas à la sortie d'une saison de ski de fond, mon avant-dernière saison de ski de fond. Et du coup, c'était fin mai, je fais vice-champion de France, donc à mon immense surprise, parce que clairement, moi je me suis dit, bon, si je fais 10e, c'est correct, quoi. Enfin, ouais, ce sera déjà pas mal d'être 10e français. Et je fais vice-champion de France, et là, truc de fou, quoi. Sélection en équipe de France junior pour les championnats d'Europe. Et après, il y a eu les championnats du monde en septembre. Et du coup, ça a été la première année où là, ça s'est concrétisé, où je me suis rendu compte que j'étais dans les meilleurs français de ma génération. J'ai fait champion de France junior de kilomètres vertical aussi. Et cette année, je suis rentré dans mon premier team qui était le team ASICS, aux côtés de Xavier Thévenard. Donc l'histoire a été belle pour Consécration. moi. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, voilà, c'était cette première année où, voilà, on peut dire que j'ai un peu mis le pied à l'étrier du trail. C'était en quelle année, excuse-moi, tu peux répéter? 2016. 2016, d'accord. Ouais. Euh, donc 2016, les premières années, tu es perçu comment dans le milieu du trail quand tu commences à titiller les anciens, les gens qui sont déjà en place, tu te positionnes comment dans ce milieu? Oh bah là, en junior, on est tous un peu nouveaux. Enfin, en junior, en fait, on a tous des parcours différents et on vient souvent d'autres sports. En tout cas, à l'époque, c'était le cas. Je sais que maintenant, il commence à y avoir des jeunes qui font du trail et qui se préparent pour le trail. À l'époque, bon, tu avais un coureur de fond, tu avais un skieur de fond, pardon, qui était moi. Tu avais le champion de France qui s'appelle Mathieu Jacquet, qui était lui plutôt coureur. Tu avais Robin Farissier qui fait troisième, qui était triathlète. Et tu avais Sylvain Cachard, qui aujourd'hui est bien Champion de connu de France? tous, qui lui était plutôt multisport, athlé. Et du coup, on avait tous des parcours différents. Et, euh, et du coup, j'étais. Ouais, je m'en, si, c'est vrai qu'il y avait Mathieu, par exemple, Mathieu Delpech, un super copain qui était après avec moi chez ASICS, pardon, qui lui, ça faisait quelques années qu'il était dans le trail. Et pour en avoir parlé avec lui, c'est vrai que j'étais un peu le fondeur que personne connaissait et qui est venu faire deuxième, où on se demandait un peu ce que je foutais là. Mais bon, c'est un corps pas comme là où tu vois Fred Tranchant qui débarque de l'ACO, qui vient Mhm. complètement casser la baraque. C'était quand même pas tout à fait pareil, quoi.
c'est clair. Et donc, tu commences en 2016-2017. Est-ce que tu peux nous donner jusqu'à aujourd'hui les principales, on va dire, si tu peux en citer deux par exemple, courses qui t'ont marqué ou qui sont les principaux milestones de ta jeune carrière, mais de ta carrière quand même. Donc 2 courses, tu m'as dit? Ouais, Ouais. Euh, Alors, excuse-moi, je pas de réfléchis. problème. De ma jeune carrière jusqu'à... Bon, du coup, on va Jusqu'à dire de cette aujourd'hui, année si tu dois 2000. retenir deux, Ouais. si tu dois te retenir deux courses. Bah, je dirais qu'il y en a une qui vraiment je me souviendrai longtemps, c'est Limone en 2018, donc une Coupe du Monde de skyrunning. Si je m'en souviens bien, c'est parce que c'est mon premier gros résultat international. Gros, bon, c'est relatif, hein, je m'en souviens qu'en 2018, c'est Davide Ebanini qui gagne, qui est de mon année et qui avait gagné avec 5 minutes d'avance. Moi, il avait dû me mettre un quart d'heure, donc gros résultat, voilà, faut le mettre en perspective. Mais mais il y avait un plateau qui était tel que moi je fais 12e et je vois les 11 de devant. Et d'ailleurs, Jeanne Marguerite, qui fait, je le bats au sprint, qui fait 13e, lui qui l'an dernier, l'année d'avant, gagnait les dolos. Moi, je me suis dit, putain, mais là, c'est la folie, quoi. Tu reprends le classement de ce Limone-là, bah, tu avais Kylian qui était là, tu as Davidé qui gagne, tu as Rémi Bonnet qui fait 2, je crois, tu avais Oriol Cardona, il y avait Stian aussi qui était là, enfin, il y avait tout le monde un peu du skyrunning ou aujourd'hui des Golden qui étaient à cette course. Et moi, je fais 11e et je regarde du coup les. Non, je fais 12, pardon, je regarde les 11 premiers noms et c'est que des mecs où je me dis, mais enfin, c'est ouf, quoi. Et du coup, ouais, c'est un peu la course où ouais, ça a été un peu ma référence pendant longtemps. En plus, j'en garde un super souvenir parce que bon, c'est un peu marrant, mais vu que c'était la dernière manche de la Coupe du Monde de skyrunning, ils récompensaient les 15 premiers. Et, euh, et du coup, moi, je fais 12e et Kylian, en fait, il vient se placer juste à côté de moi c'était un peu la cohue parce que du coup, on était 15 sur le podium. Et Kylian vient se passer à côté de moi et tout. Et moi, je me retrouve en face de ce mec et je me dis, non, mais là, où je suis, quoi. Je veux dire, il y a une espèce de légende qui me fait une accolade et je suis en train de partager un podium avec lui. Et aujourd'hui, encore, quand je regarde la photo, je me dis, mais. Enfin, ouais, c'est clair que j'avais quelques faits d'armes en course en montagne en junior, mais là, tu te retrouves ouais, sur cette scène, et ouais, ça m'avait marqué, quoi. Enfin, vraiment. Du coup, voilà. Du coup, ouais, c'est la course dont je me souviens. Après, une deuxième, il y en a plusieurs. Il y en a eu des très importantes cette année. Euh, mais je pourrais te donner. Ouais, c'est clair que bon, on y reviendra, je pense, mais ma course aux Açores cette année a été hyper importante. Les championnats de France de course en montagne cette année, ça a été aussi super important parce que bon, l'an dernier, j'ai fait une saison complètement blanche, enfin en 2019, pardon, du coup en 2020, enchaîner des belles courses comme ça a été super. Mais, euh, mais je les prends un peu avec la tête froide, quoi. C'est moins des surprises pour moi que l'ont été ce genre de courses comme Limone ou comme mes premiers championnats internationaux avec l'équipe de France en junior. Ouais, ça a été, ouais, je pense, des courses qui me resteront, ouais, vraiment. Très bien. Puisque tu viens d'en parler, on va rentrer un peu plus dans le détail de la course des Açores Ouais, à laquelle tu as participé en octobre, novembre, je crois, de 2020. ouais, Est-ce que c'était tu peux nous, du. vas-y, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du film de ces 4 jours de course? Ouais, ouais, ouais. Et ben, ouais, du coup, comme tu le dis, c'était du 29 au 1er novembre, 29 octobre au 1er novembre. Déjà, c'est une course, je tiens un peu à le souligner, qui a commencé bien avant, parce qu'il a fallu se sélectionner. Et pour ça, fallait décrocher un ticket que j'ai décroché à Chamonix sur un segment qui avait été mis en place par l'organisation du Golden Trail World Series. Et,
et moi, c'était une étape importante de ma saison parce que c'était quelque chose que j'avais coché, qui avait été. Au début, c'était un peu foufou parce que j'avais fait une année complètement blanche, comme je le disais en 2019. Et là, dire je veux aller sur la plus grande course du monde cette année, c'était un peu. Ouais, même moi, j'y croyais pas trop, quoi. Donc voilà, et j'avais vraiment bien préparé ce Golden Ticket que j'ai gagné. Et du coup, voilà, ça a été un moment important parce que c'était une journée forte où il y avait des proches qui étaient là, il y avait plein de copains, il y avait les gars du team Matrix qui étaient là pour m'épauler, pour m'aider sur certaines sections. Il y a Jeanne Marguerite qui est venue ce jour-là pour faire la fin de la course avec moi. Et du coup, ouais, ce Golden Ticket, ça a été ouais, vraiment un super moment. Tu vois, si je devais retenir peut-être une course cette année, ce serait peut-être celle-là. Et du coup, bref, on se retrouve Je aux veux juste te Açores. couper, mais Ouais. on n'a pas trop d'informations concernant ces golden tickets là que vous avez grappillés à quelques endroits dans la planète. Mais comment ça se passe? Comment c'était organisé? C'était une vraie organisation ou c'était comment dire, une performance via un signal GPS? Je ne sais pas comment ça se passait du coup. En fait, ouais, c'était un peu confus. En fait, c'était bon, face à l'annulation de toutes les courses, ils ont rebondi en proposant ce format-là. Donc en disant, on a tracé en fait des parcours. Donc voilà, en France, il y en avait un qui était à Chamonix, en Italie, il y en avait deux, je crois. Bon, il y en avait un peu partout. Et les deux premiers, en fait, on va pouvoir faire ces segments, ce qu'on appelle euh, tant qu'on veut. Donc on avait je sais plus, on avait juillet, août, je crois que ça devait se finir le 1er octobre. Donc on pouvait le faire quand on voulait. Et, euh, et on enregistrait notre trace avec notre montre GPS. Ensuite, on le synchronisait sur Strava. Et sur Strava, bah, il y a des classements qui se font. Et en fait, du coup, le segment Strava déclarait les deux meilleurs temps. Et ces deux meilleurs temps avaient un golden ticket. Et voilà, ce qui était un peu. Moi, ce que j'ai moyennement aimé, c'est que au final, tu y vas avec cinq potes et tu te passes la montre, tu te fais un relais, bah, personne ne peut le prouver. En Hmm. fait, il n'y a aucun contrôle de rien, quoi. Donc c'est un peu. Enfin, j'espère que ce sera pas trop reproduit, même si moi, ça m'a vachement réussi parce qu'au final, bah, j'ai été plusieurs fois à Cham pour reconnaître le parcours. Euh, j'ai tout optimisé parce que bah, voilà, il y avait les potes du team qui étaient là. Euh, ouais, j'ai mis toutes les chances de mon côté pour décrocher ce ticket. Et, euh, Et c'était un parcours qui et était situé de où à où et qui faisait quelle distance pour la qualification? ça faisait 23, il y avait 1900 mètres de dénivelé, donc 23 km 1900 mètres. Ça partait un peu au-dessus de Cham, d'un petit hameau qui s'appelle les Tines et qui était en boucle. Donc en fait, tu passais sur des chemins empruntés par le marathon du Mont Blanc, sur la dernière partie du marathon du Mont Blanc, quand tu montes à la Flégère, là, tu as tout un tas de chemins que nous, on Mhm. empruntait. En fait, le parcours montait au lac Blanc, pour ceux qui connaissent. Après, on redescendait sur le col des Montées. On faisait une boucle enfin, aux alentours du Tour. Et voilà, il y avait une dernière montée sur le même versant que la première montée, donc sur le versant Flégère, lac Blanc. Et après, on est arrivé au Tin, donc en boucle. Et, euh, et voilà, moi j'ai mis 2h25 pour le faire. Et, euh, non, et voilà. Et puis le 1er octobre, du coup, j'ai reçu mon ticket puisque j'étais dans les deux premiers de ce segment sur Strava. Très bien. Pour revenir au Golden Trail Series aux Açores, Ouais, tu termines dans le top 10, si je dis pas de bêtises, non? je termine 11e. 11e au général, sur Ouais, ouais, les ouais. 4 jours. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Donc Est-ce en que tu fait, peux nous parler un peu de manière ouais, plus précise de la compétition? ouais, ouais, ouais. Du coup, ouais, je me suis retrouvé là-bas fin octobre pour 5 jours de course, parce qu'on l'oublie, mais il y avait un prologue Il y a un qui prologue, ouais. était, qui était censé, enfin, qui était censé, ouais, parce que qui était censé déterminer en fait la ligne de départ
Mais au final, la ligne de départ, avec le Covid et tout, enfin, c'était le gros bordel. Fallait tenir 1 mètre, mais personne savait où il fallait se placer. Donc bon, prologue, ça a été plus pour le show qu'autre chose. Mais du coup, même si le prologue durait 15 minutes, bah faut t'échauffer pour un effort de 15 minutes. Et du coup, là, faut te faire un bon échauffement. Faut te faire un bon retour au calme parce que derrière, t'as 4 jours. Donc je trouve que ça a été une journée quand même, même si c'est clair, à la fin, tu te sens pas fatigué. Je pense que au bout du compte, elle a compté. Et après, on a eu 4 étapes pardon, qui allaient de 25 à 30, 35 bornes. Donc voilà, on a parcouru l'île, une île sur laquelle on était, donc aux Açores, en long, en large et en travers. On devait aller monter sur une autre île, euh, l'île un peu principale sur laquelle il y a un volcan qui est à 2500 mètres d'altitude. Mais on a eu une mauvaise météo les 4 jours, enfin pour ces 4 étapes. Donc finalement, il y a eu une étape de repli. Et, euh, et voilà, ça a été difficile parce que 4 jours de course avec des parcours très complets, tu avais beaucoup de techniques, tu avais des passages dans la jungle, tu avais des. Enfin, en fait, il y avait des sentiers qui avaient été tracés pour nous. Enfin, Mhm. c'était imbibé de flotte parce qu'on a pris de la flotte pendant 4 jours. Il y avait du vent, mais à décorner les bœufs, comme on dit en Auvergne. Et enfin, ouais, c'était vraiment des parcours de guerriers, quoi. Et, et voilà, mais il y avait aussi beaucoup de sections rapides avec des chemins 4x4, des sections qui correspondaient à des Jim Wemsley ou des Francesco Pupi. Donc, fallait pas traîner non plus sur ces sections rapides, fallait être assez complet. Et du coup, clairement, au bout de 2 jours, t'étais complètement fumé, quoi. Enfin, c'est le genre de course qui demande d'avoir de l'expérience et des bornes dans les jambes. C'est un peu comme un ultra, dans le sens, même si j'ai jamais couru d'ultra, mais c'est maintenant la perception que j'en ai, c'est qu'en fait, il faut avoir beaucoup de résistance musculaire. C'est que si à la fin de la première journée, tu as cassé toutes tes fibres musculaires et t'es courbaturé comme tout, bah, c'est clairement compliqué d'aller au bout, quoi. Mhm. Et ça s'est très bien vu avec un Nico Martin qui a beaucoup d'expérience sur tout type de format de course. Et le premier jour, je fais devant lui, mais les 3 jours suivants, mais il m'a impressionné parce qu'en fait, tu te rends compte que, enfin, je veux dire, le gars, au bout du troisième jour, il est capable d'avoir la même intensité que le premier jour, quoi. Et voilà, faut en avoir vu dans les jambes, je pense, pour avoir un peu cette qualité que je n'ai pas, faute de régularité et faute de. Faute d'expérience aussi, hein, tu es jeune, hein. Oui, 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 c'est sûr, mais en fait, voilà, c'est de faire des étés complets avec beaucoup de kilométrage et qui font que voilà, on acquiert un peu ce genre de choses, quoi. Donc voilà, après sur le plan du résultat, ouais, je fais 11e, donc clairement inespéré parce que quand je reviens, enfin quand je fais ma première course début août, après plus d'un an sans faire de trail du tout, bah, je m'attendais vraiment pas à faire 11e de cette course-là, quoi. Enfin, déjà y aller, c'était ouf. Alors, y aller pour faire 11e, enfin, incroyable. Avec le plateau. Euh, ouais, c'est clair, ouais, non, mais avec le plateau, ouais. Donc après, bon, je garde la tête froide parce qu'il y a quand même des écarts qui sont conséquents. Enfin, je veux dire, je me suis rendu compte que de ce qui me sépare vraiment du top niveau mondial, Mhm. et il y a un monde, clairement. Enfin, je veux dire, entre faire 11e et gagner cette course aujourd'hui, mais enfin, je veux dire, enfin, on n'est pas dans la même cour là. Donc voilà, ça permet de se rendre compte, de garder la tête froide, mais malgré tout, je suis super content de ce que j'ai fait. Ça a été dur, il y a eu des hauts, des bas, notamment la troisième étape où je suis passé complètement à travers, mais ça a été super constructif et ouais, super heureux de cette expérience. On voit que tu n'as pas fait de trail très long. Je crois que ton plus long c'est 45, je crois, si je dis pas de bêtises. Euh, Tu me confirmes? Ouais, enfin j'ai fait un trail de 65, mais c'était tout plat en Mhm. Auvergne une fois, en Quelle, 2019. quelle est ta vision, toi, de la distance? Tu comptes augmenter ou tu es bien sur ces versions un peu marathon? Non, non, clairement, pour l'instant, je compte pas augmenter.
Donc ouais, une question que je me suis beaucoup posée en bavant devant Xavier Thévenard à l'UTMB. Forcément, quand tu as 18 ans, tu rêves de le faire un jour. Aujourd'hui, j'ai plus du tout cette approche-là. Parce qu'en fait, je me suis du coup beaucoup blessé par le passé. J'ai fait 2 saisons blanches quand même sur 5, donc c'est quand même pas mal du tout. En 2017 et en 2019, où j'ai quasiment pas fait de course, et en 2019, je me suis blessé à la suite de cette course-là de 65 km. En fait, mon équipe de l'époque m'obligeait de faire l'OCC, donc une de courses de l'UTMB, parce que pour eux, ils avaient de la visibilité que sur les courses de l'UTMB, et du coup, bah, il fallait que j'en fasse une, et du coup, voilà, c'était l'OCC, et nos discussions possibles. Et donc, pour faire l'OCC, il te faut des points, et pour avoir ces points, il faut avoir fait des courses de format équivalent. Et du coup, je me suis retrouvé à faire la VVX, c'est la Volvic Volcanics Experience en Auvergne, juste à côté de chez moi. Et voilà, ça faisait 65 bornes et je me suis complètement fracassé. J'ai enflammé un TFL, du coup c'était fin mai, et j'ai plus fait du tout de course de la saison. Donc ça a été super constructif et je Ça me t'a suis refroidi, rendu quoi. compte que... Ouais, c'est ça, ouais. Puis déjà, ça faisait quelque temps que... Enfin, moi, je voulais pas faire l'OCC parce que je me sentais pas prêt, et ça faisait quelque temps que je rêvais beaucoup plus devant des formats Skyrunning ou Golden. Pour moi, aujourd'hui, le plus haut niveau, il est sur le Golden Trail Series. Un Bart qui gagne les Açores, je t'épargne son nom parce que c'est en polonais super compliqué à dire. Pedrovejic. Pedrovejic. Ouais, Non, c'est pas ça. ça doit être un truc comme ça, ouais. Mais un Bart me fascine beaucoup plus qu'un Pocapel à titre perso. Donc voilà, je me vois beaucoup plus sur ce genre de course euh, à moyen terme. Après, quand j'aurai 30 ans et que j'aurai atteint un niveau dont je suis satisfait sur ce genre de format, pourquoi pas. Mais là où à 18, 19 ans, ouais, je me disais la course à gagner, c'est l'UTMB. Aujourd'hui, je suis plus du tout dans cet état d'esprit-là. Aujourd'hui, ouais, je me vois beaucoup plus jouer la bataille sur des Egamas, sur des marathons du Mont Blanc, sur des Dolomites, sur des Sierzinal. Ça, aujourd'hui, là, ça me fait vraiment triper, quoi. Mhm. Tu disais tout à l'heure que tu avais été, alors je sais pas si on peut aborder le sujet, mais tu avais été obligé de participer à l'OCC par le biais de ta team. Tu peux nous parler un peu de cet aspect-là? Ouais, ouais, carrément, ouais. Là, j'ai aucun complexe parce que je trouve que c'est ouais, une grosse erreur de leur part. Je reste en bon contact avec eux, hein, et c'est pas pour casser du sucre sur le dos de quelqu'un, mais c'est juste C'est quel que team déjà? bah, du coup, j'étais chez ASICS avec Xavier. D'accord. Et en fait, moi, là où je trouve ça un peu grave, c'est que quand tu prends un gamin de 18 ans, parce que en trail, à 18 ans, t'es un gamin, t'as rien fait. Autant dans d'autres sports, tu peux être champion olympique, autant en trail, à 18 ans, t'as rien fait. Moi, déjà, quand je suis rentré, la première chose qu'on m'a dit, c'est on veut qu'à 25 ans, tu sois un Xavier Thévenard. Donc ça en dit long sur les ambitions qu'on a pour toi. Et en fait, on ne pose pas vraiment la question de ce que tu veux faire. Et là, c'est clairement mot pour mot ce qu'on m'a dit. Et du coup, tu baves devant ce milieu-là. On accorde du crédit qu'au format très long. Et en fait, tu, tu commences ton évolution dans ce milieu-là par du long, des heures, de l'entraînement, toujours de l'entraînement. Et en fait, on devient complètement bigorexique. Et c'est ultra malsain parce que ton corps il est tout juste fini de grandir. Tes articulations, tout ça, enfin, y a rien qui est adapté aux contraintes de l'entraînement d'un ultra trailer. Et Mhm. on est clairement pas tous Kylian Jornet. J'aimerais bien, mais aujourd'hui, je me regarde et enfin, j'ai pas, ça me fait pas chier de le reconnaître que bah, je suis pas ces gars-là, quoi. J'ai pas couru dans la forêt étant tout gamin des heures et des heures, et du coup j'ai pas leur vécu et je peux pas prétendre gagner un UTMB à 21 ans comme l'a fait Kylian. Et du coup qu'on me demande de, enfin ouais, qu'il y ait quelqu'un, un manager qui me dise bon c'est bon, t'as 21 ans maintenant tu vas sur l'OCC, et moi est-ce que j'ai le droit de dire ce que j'ai envie à ce moment-là. Moi ce qui me faisait rêver c'était de faire du skyrunning, quoi. C'était pas d'aller faire l'OCC.
Donc ouais, je trouve ça à la fois malsain parce que ton athlète, tu peux le griller complet, tu peux soit le dégoûter, tu peux soit lui faire une grosse blessure dont il se remettra pas. Mais moi, au final, ça m'a quand même pris un an, quoi. Donc, enfin, je veux dire, un an d'une carrière sportive. Enfin, on dit, ouais, à 22 ans, on dit, oh, mais c'est bon, t'as le temps. Mais bon, un an, c'est 1%, quoi. Si tu Mhm. considères que ta carrière sportive dure 10 ans, c'est quand même. Pardon, c'est 1%, c'est vingt 10%. pour cent Si elle dure 10 ans, un an, ça fait 1%. 10%. Oui, oui, 1%. Ouais, Ouais. tout à fait. Euh, bref, putain, c'est le podcast des maths. Ouais, Euh, c'est ça. mais enfin bon, du coup à la fois, enfin ouais, enfin bon, ça te fait perdre ton temps, ouais, à mon avis, c'est une mauvaise façon de former des jeunes, quoi. Donc ouais, j'ai pas honte de dire que ça a été une énorme connerie. Après, j'ai largement même pas de responsabilité, hein, parce que j'ai adhéré à ce système, je me suis mal entouré. Est-ce que tu avais le moyen de J'ai refuser? alors Parce que sur le coup, bah, j'aurais pu jouer au con en disant bah non, je le ferai pas parce que j'ai décidé que je le ferai pas. Mais j'avais envie aussi d'être docile et de dire bon bah si vous me le dites, enfin tu vois un peu comme en soi ton patron il te demande de faire un truc, tu peux lui dire je le ferai pas, il va pas te forcer à le faire. Mais bon, tu sais que tu marques pas de points non plus quoi. Mhm. Donc voilà, on peut dire qu'à ce niveau-là, je pouvais pas trop refuser. Après, là où je m'en veux moi, c'est que, enfin, je sais pas si je peux m'en vouloir, mais c'est quoi, je me suis mal entouré. Enfin, j'en parle, je suis très proche de Sylvain Cachard justement, et on a eu des trajectoires assez parallèles parce que du coup, on a commencé ensemble, première sélection ensemble, et lui à ce moment-là s'est entouré différemment. Il a eu un autre parcours, et du coup aujourd'hui, on parle un peu de nos parcours respectifs. Et, et lui a eu un peu cette fibre à ce moment-là de s'entourer, de dire non, je vais pas dans ce team-là parce que cette personne je la sens pas ou parce que ce qu'il me demande ça colle pas avec ma vision du truc. Là où moi j'étais beaucoup plus putain je vais courir avec Xavier Thévenard, génial quoi. Alors qu'au final Xavier Thévenard c'est pas moi et et, et tu peux pas vivre dans les pompes de ton idole quoi. Au bout d'un moment bah, c'était génial d'évoluer à côté de lui, il m'a appris plein de choses. Maintenant Xavier est un super pote, mais mais c'était pas super sain en tout cas pour un gars comme moi de si jeune quoi. Après aussi bien pour d'autres ça aurait marché hein, mais voilà. justement, on m'a demandé à plusieurs reprises dans le podcast de faire intervenir des jeunes, des espoirs ou des jeunes trailers. Ouais. Donc c'est intéressant de parler de ce sujet, on en parle très rarement. Euh, Est-ce que tu perçois aujourd'hui un changement par rapport aux jeunes, notamment quand toi tu as commencé? Ouais, carrément, je trouve ça a plus rien à voir euh, pour deux raisons principales qui me sont évidentes, il y en a sûrement d'autres. La première c'est que le trail ne cesse d'évoluer quoi. C'est pas du tout, je trouve, le même sport qu'il l'était il y a même 5 ans. Enfin, encore une fois, enfin, il y a quelques années, l'UTMB, il y avait que ça, quoi. Et aujourd'hui, quand tu t'intéresses au trail, l'UTMB, enfin, une toute, enfin, c'est une bonne partie, mais c'est pas la plus grosse partie. Et je pense que les Golden font beaucoup de bien à ce niveau-là. C'est que ils permettent aux jeunes de rêver d'autre chose que des trucs de boucher de 170 km, quoi. Mhm. Et je trouve pour un jeune, rêver d'un Sierzinal, bah, c'est hyper sain. Je dis pas qu'il faut qu'il le fasse l'année prochaine parce que 30 bornes, quand tu attaques le trail, c'est trop long. Mais, mais c'est pas quelque chose de complètement démesuré à commencer à te mettre des séances d'endurance de 5-6 heures, à commencer à faire des 80 bornes en course alors que tu as 18 ans. Et ça existe. Je veux dire, des gars qui se font des traversées, qui sont des trucs complètement ouf à 18-20 ans, il y en a plein. Et j'ai l'impression que ça commence à évoluer. En tout cas, moi, je le vois avec mes collègues de team.
Voilà, enfin, transition toute trouvée. Le deuxième point que je voulais te dire, au-delà de l'évolution des circuits et des grandes courses, c'est qu'aujourd'hui, il y a des teams et il y a des personnes qui orientent mieux les jeunes. Et je trouve que c'est ce que fait très bien le Team Matrix. C'est que, voilà, c'est un team qui se tourne vers la formation, vers les jeunes et, euh, et qui, euh, et qui leur brûle pas les ailes. Genre, ils disent les choses, on y va étape par étape, mais on n'est pas dans de la démesure à faire n'importe quoi, quoi. Le but, c'est que on te prend à 18-20 ans et dans 10 ans, tu sois encore trailer et performant, quoi. C'est pas que dans 10 ans, tu sois complètement fracassé, dégoûté, parce que tu as pris le départ de 3 UTMB que tu n'as pas fini, parce que tu t'es blessé dans tous les sens. Enfin, voilà, c'est la manière avant, Avant le résultat. avant ouais, voilà, avant le résultat. Et du coup, ce que j'aime bien, c'est que dans l'équipe, du coup, on est 10 athlètes. Quand on demande qui rêve devant l'UTMB, il y en a que un qui lève la main, c'est Baptiste Chassagne, parce qu'il fait du long et qu'il est un peu plus âgé que nous. Mais tous les jeunes, ils disent, mais nous, on rêve beaucoup plus aujourd'hui devant Sierzinal, devant Zegama, devant des courses comme ça, que devant des longues courses. Et ça, je trouve que ça a complètement changé. Ou en tout cas, c'est la vision que j'en ai. Euh, ouais, voilà. Ah, je suis d'accord avec toi, ça. Les GTWS ont fait énormément de bien, on en parle souvent dans le podcast, hein. Je suis absolument d'accord avec toi. Aujourd'hui, il y a le long, l'ultra n'est plus le but à atteindre pour tout trailer. C'est plus le cas aujourd'hui, et ça, je pense que c'est quelque chose qui fait du bien au trail. C'est la diversité aussi. Ouais, ouais. Ah bah ça c'est clair. Non, mais ça c'est clair, je suis entièrement d'accord. Et ce qui est cool aussi, c'est que du coup, tu as des icônes sur ces formats qui apparaissent comme un Thibaut Barognan par exemple qui devient une icône pour plein de jeunes qui en 2015 je pense que la notoriété de Xavier Thibaut était quand même avait quand même pas grand chose à voir, enfin bon après peut-être que tu seras pas d'accord mais c'est un peu la vision que j'en avais, alors qu'aujourd'hui un Thibaut Non, je sur suis la d'accord. Sam Trail, enfin, je veux dire, il fait énorme parler de lui et du coup, c'est un gars où tu le vois, tu as envie d'aller faire des courses courtes, quoi. Ou même un Sylvain, je veux dire, qui est champion de France cette année. Enfin, je trouve que c'est des gars qui donnent envie, quoi. Et on voit plus ce genre de profil et je pense que ouais, quand tu es jeune, tu peux rêver devant ce genre de profil et t'as pas que des Xavier Thénard, François Daen, voilà, des gars qui font des trucs super longs, quoi. Après, enfin, moi, je suis admiratif de ces gars, hein, mais voilà, je dis juste chaque chose en son temps, ou en tout cas, Ou tu peux il presque faut. considérer que c'est même parfois pas le même sport, quoi, Ouais, ouais, en c'est fait, ça, ouais, 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 si tu regardes bien. complètement. Ah ouais, ça, je suis entièrement d'accord. Ah bah moi, clairement, bon, après, on court ensemble, et quand je vais courir avec Xavier, enfin, je veux dire, tous les deux, on s'éclate, quoi, hein. Mais, mais on n'a pas du tout le même type d'entraînement. Moi, je me fais des intenses 3-4 fois par semaine. Xavier se fait assez rarement des intenses. C'est clair que c'est pas la même formation, enfin ouais, c'est pas les mêmes contraintes, c'est pas la même gestion de cours, c'est pas la même approche, c'est pas du tout la même planification dans l'année. C'est ouais, c'est clair que ouais, il y a débat quoi. Est-ce que c'est la même discipline? Pas si sûr. C'est clair. Non, mais c'est bien pour la diversité du sport. Petit coucou à, à l'auteur des Genoux d'un Gif qui lui est absolument fanatique des kilomètres verticales. Donc Ouais. justement, il faut qu'on conserve toutes ces différentes épreuves qui font la diversité de notre sport, quoi. C'est clair et net. Ah bah ouais, c'est Est-ce que clair. tu peux nous parler plus en détail de la Team Matrix? Alors, on en entend beaucoup parler. Est-ce que tu peux nous en parler Hmm. relativement rapidement? Comment elle est constituée et comment ça Ouais, se ouais, passe au sein de cette team? avec plaisir, ouais. Alors la Team Matrix, du coup, c'est une structure qui est née il y a 2 ans. Euh, donc moi j'ai rejoint les rangs du team il y a 1 an seulement, mais voilà, c'est une équipe qui a été fondée par deux jeunes qui ont 26 ans grosso modo. L'un est le manager, l'autre est l'entraîneur, et leur volonté ça a été de recruter des jeunes ou des personnes
ouais, des profils plutôt en devenir et, axés vraiment, comment dire, accorder de l'importance à la formation. Euh, c'est pas forcément mettre des contraintes, c'est pas du tout imposer des résultats ou des choses comme ça, mais c'est voilà, on prend des jeunes, aujourd'hui on te forme, on s'entraîne bien, on fait les choses bien, et un jour ça paiera quoi. Et donc après, par contre, on va sur des courses où il y a du niveau, hein, c'est, tout le monde va au championnat de France, si on peut, on va au Golden. Euh, voilà, Baptiste Chassagne, le plus grand, qui lui fait plus du long, bah voilà, il va progressivement se rapprocher des courses de l'UTMB. Donc voilà, on se cache pas, hein, mais voilà, c'est toujours la manière avant les objectifs de résultats. Et voilà, il casse un peu les codes dans ce sens-là, parce que je trouve qu'il pose des bonnes bases au lieu de voir le sommet de la pyramide et de se casser la gueule. Après, ce qui dénote aussi, c'est que donc il sélectionne les profils selon les personnalités, selon comment ça va matcher, selon. En fait, il crée un groupe plus que euh, plus que rassembler des individus quoi. C'est ouais, c'est vrai. Enfin, là, on était en stage avec eux. Là, on était en stage la semaine dernière, tous ensemble. Et ouais, quand tu évolues dans ce groupe-là, voilà, c'est quand tu as plus l'impression que c'est une bande de potes que des mecs qui se rejoignent pour faire un stage. Donc il y a voilà, une bonne ambiance qui s'en dégage. On est quand même beaucoup sur la même longueur d'onde. Et pour ça, c'est super. En plus, ce qui est cool, c'est que bon, il y a quand même des beaux résultats, je pense, depuis 2 ans pour l'équipe. Et donc ça montre que tout le monde est dans le bon chemin et que les choses sont bien faites. Très bien. Voilà, ouais. Bon, c'est clair. On va parler un petit peu plus trail à proprement parler maintenant de tes performances. Si tu devais choisir une seule qualité à améliorer, ça serait laquelle, Johan? Euh, et ben, je vais donner une qualité que je travaille en ce moment et que je vais améliorer pour l'année prochaine, c'est mes qualités de grimpeur. Euh, c'est bien que ce soit l'un de mes points forts parce que c'est souvent là-dessus que je peux tirer mon épingle du jeu. J'ai réalisé aux Açores, au Golden, qu'il y avait un monde entre moi et entre les meilleurs grimpeurs et moi. Et que du coup, si j'aspire à jouer devant, eh ben, il faut que je progresse en montée. Et c'est quelque chose qui se fait sur du très long terme. C'est pas comme la descente, entre guillemets, mais la descente, ça demande des compétences techniques et de l'engagement. Mais c'est quelque chose qui peut se travailler un petit peu plus par cycle. Et tu peux en voir les gains assez facilement. En tout cas, c'est l'expérience que j'en ai et c'est comme ça que ça marche avec moi. Mais la montée, c'est vraiment du long terme, c'est de la répétition, c'est des intensités, c'est, ouais, enfin, voilà, c'est pas, tu te dis pas là pendant un mois, je vais travailler la montée et tu vas gagner quoi que ce soit. Enfin, oui, tu peux gagner un peu, mais quand tu vois l'allure à laquelle grimpent les Bart, les Rémi Bonnet, bah aujourd'hui, si tu veux te battre avec ces mecs, et bah faut grimper quoi. Donc, Alors, quand tu dis donc il faut voilà, grimper, il faudrait faire quoi pour que tu t'améliores? Il faudrait que tu fasses plus de fractionnés côte, il faudrait que tu fasses plus de montées tout simplement. Comment ça se travaille? en fait, t'as plusieurs composantes. T'as deux choses essentielles. C'est ta VO2, donc la cylindrée de ton moteur. C'est ouais, augmenter ta caisse en gros. Donc ça, tu le fais avec des intervalles, tu le fais avec du travail hein, à haute intensité. Donc ouais, c'est simplement faire travailler ton corps à des intensités plus élevées pour qu'il s'habitue, on va dire, à, à des vitesses ascensionnelles plus hautes et à les maintenir. Donc voilà, de la VO2, mais maintenir un haut pourcentage de VO2 plus longtemps. Et la deuxième composante, c'est la force. Donc c'est la force que tu as dans les jambes pour élever ton centre de gravité.
Donc c'est une des qualités essentielles du trailer et du coureur en montée, c'est justement d'avoir un haut niveau de force pour à la fois enchaîner montée-descente et pour être capable de recruter le maximum de fibres musculaires et avoir ouais, la meilleure vitesse ascensionnelle possible. Donc voilà, ça se fait selon plusieurs axes de développement et c'est ce sur quoi je travaille cet hiver. Et ouais, j'aimerais passer un cap à ce niveau-là l'année prochaine parce que quand je liste un peu les profils et les mecs qui me font rêver, bah, c'est que des mecs qui grimpent super bien, quoi. Enfin, c'est pareil, un David Emanini, je veux dire, c'est avant tout un excellent grimpeur. Donc voilà, pour se battre avec ces mecs, faut grimper. D'accord. Donc tu es le premier à me dire, à pas me répondre que tu souhaiterais améliorer ta descente, donc ça fait plaisir. À contrario, donc quelle Après, qualité... Vas-y, vas-y. je te le dis pas, mais je l'oublie pas, hein, parce que clairement, cette année-là, j'ai coché la Dolomite Sky Race. Et la Dolomite, si tu sais pas descendre dans les cailloux, ça sert à rien d'y aller, hein. Parce que je l'avais fait en 2018 et je m'étais rendu compte de ce que c'était qu'un terrain technique. Et donc clairement, je l'ai en tête aussi, mais voilà, c'est moins mon travail du moment. Et après, pour compléter, c'est pareil, tu te rends compte qu'en trail aujourd'hui, il faut savoir courir vite à plat. Et en fait, il faut progresser de partout, quoi. Donc Mhm. voilà, mais il fallait en choisir un, donc j'ai choisi la montée. Très bien. Quelle qualité te permet de performer par rapport aux autres du coup? Du coup, je pense être un mec assez polyvalent. Parce que là, du coup, j'ai fait une petite analyse un peu après les Golden. Ce qui était cool, là, c'est qu'aux Açores, tu avais les segments montée, les segments descente, les segments sprint. Et du coup, tu peux voir un peu ce que tu vaux par rapport aux meilleurs. Et je me rends compte que je suis assez polyvalent. Je suis ni excellent en montée, ni excellent en descente, ni excellent à plat. Bon, j'ai un peu plus de lacunes à plat. Mais, mais du coup, ce sur quoi je tire mon épingle du jeu, je pense, c'est ma gestion de course. C'est j'arrive à me fixer un plan de course en étant aligné avec mes objectifs et mes compétences du moment. Et du coup, arriver à produire le meilleur résultat possible, dans le sens où tu fais un trail de 2h30, tu pars à bloc, t'exploses. Enfin, c'est évident. En fait, c'est de la science, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, c'est un truc qui m'agace, hein, désolé, mais tu prends le départ de certaines courses. Tu vois, à Méribel en août, je fais deuxième. Je suis parti, j'étais 50e, quoi. Et Mhm. au bout d'une demi-heure, déjà, t'as doublé 30 mecs. Et du coup, tu te dis, mais pourquoi? Enfin, je veux dire, les gars, on part pour 2h30 de course. En 2h30, tu as le temps de te doubler, quoi. Je veux dire, si tu es meilleur que le mec devant toi, tu as le temps de le doubler, il n'y a aucun problème. Du coup, voilà, je pense que ouais, je tire mon épingle du jeu là-dessus. Et, et du coup, ça s'est vu à Méribel en août. Après, j'ai fait les championnats de France où c'est pareil, j'ai fait une remontada. C'est un peu ma marque de fabrique où je suis parti. C'est pareil, les championnats de France, Tu es c'était. Le Ludovic Pomeray des trails courts, des trails plus courts. Ouais, on peut dire ça, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais. Enfin, bon, après, je me rends compte aussi que si tu veux jouer devant au niveau mondial, faut partir devant. Donc, Ouais, c'est c'est clair. quelque chose qui a ses limites aussi. Mais là, au championnat de France, je fais 4. Bah, c'est pareil, je suis parti, j'étais 30e et je me suis dit, mais c'est quoi cette course là? Les allures sur lesquelles on part, moi je tiens jamais. Et au final, tu remontes toute la course. Et sur 1 heure de course, j'arrive à gagner, je sais pas, 20 places, quoi. Donc même 25 places. Donc voilà, je pense, ouais, c'est quelque chose de me connaître, de bien m'alimenter, de, de connaître un peu où sont mes qualités et savoir où produire mon effort et où au contraire garder des forces. Je pense que c'est ma force. Ouais. On a l'impression que tu intellectualises beaucoup ta pratique. Tu réfléchis Ouais, ouais, beaucoup à ce que ouais. tu fais. Ouais, je te l'accorde, ouais. Je te l'accorde. Je sais pas si c'est très bien d'ailleurs. Non, bah si, justement, moi, Mais je suis un peu comme ça aussi. J'aime, alors, j'aime pas quand je maîtrise pas. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Ah bah je J'ai comprends j'ai l'im- totalement, ouais. j'ai l'impression que c'est un peu ton cas aussi. Ah ouais, je me retrouve carrément là-dedans. En fait, je te dis, je sais pas si c'est une bonne idée parce que
il faut garder aussi de la fougue De la folie, ouais. et un peu de folie. Et Mm. je pense arriver à me le dire aussi. Des fois, enfin, typiquement là aux Açores, j'y suis allé en me disant bon, bah là, enfin, je veux dire, t'es là, c'est déjà exceptionnel. Maintenant, tu te mesures aux autres. L'idée, c'est de tenir 4 jours, mais réfléchis pas trop. Donc voilà, j'arrive aussi à faire ça. Mais à côté, ouais, comme tu dis, j'intellectualise beaucoup, je fais beaucoup de plans un peu sur la comète. Donc après, c'est quelque chose qui me suit aussi au quotidien. C'est une façon d'être, c'est que je réfléchis beaucoup, je me pose plein de questions sur plein de trucs et je pense que j'en suis très très chiant sur plein de trucs. Et Je vois pas du tout de quoi tu veux parler. Vraiment. ouais. Mais non, mais j'aime bien. Après, voilà, C'est normal c'est la tellement fumée quelque qui sort chose. de tes oreilles là ou... Ouais, ouais, exactement. Ouais. Non, mais enfin, après, c'est aussi que, enfin, moi, je vois le trail comme, comme quelque chose dans lequel je m'immerge à 100%. Je fais pas quelque chose à moitié. Et du coup, quand je fais une course, ouais, j'ai pas envie d'y aller les mains dans les poches. En me disant ouais bon bah ouais on verra ouais ça va être cool puis on verra ce qui se passera. Enfin moi j'y vais, je connais le parcours, je sais ce que je vais prendre comme ravitaillement. Le ravitaillement je l'ai testé et ouais enfin je sais qu'il y en a ça va les saouler ça, mais ils vont se dire putain mais lui oh là là il doit se prendre la tête dans la vie. Mais à la fin je veux dire quand j'ai fait quelque chose que j'ai j'ai respecté mon plan et que ça a marché et que voilà, c'est de la confiance que j'engrange, c'est de l'expérience, c'est j'apprends à me connaître et ouais, j'aime fonctionner comme ça. Donc après, voilà, ça me correspond. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler, Johan, s'il te plaît, de ton moment extraordinaire? Alors, j'explique le concept, c'est un moment unique lié au trail. Pas forcément le plus beau, mais le plus atypique et dont tu te souviendras toujours. Est-ce que tu as ça? Ouais. Est-ce que j'ai le droit de te répéter cette Tu accolade peux. avec Kylian sur le podium? Tu peux, vas-y. Tu peux même C'est rentrer dans le ouais, détail si tu veux. ouais, non, bah ouais, c'est je dirais que c'est celui-là. Après, enfin, en tout cas, c'est celui qui me saute aux yeux. Donc peut-être que si j'y réfléchis, j'en trouverai d'autres, mais c'est celui qui me saute aux yeux où ouais, je suis super content de ma course, où je me retrouve un peu parmi ce gratin, je me retrouve à sprinter avec Jeanne et à finir devant lui, c'était génial quoi. Et puis voilà, se retrouver à cette remise des prix, savoir que je vais être appelé et voir Kylian qui me fait une poignée de main. Et en fait, ce qui était super drôle, c'est que du coup, bah, moi, vu que j'ai fait 12e, j'ai été le troisième à être appelé, vu qu'ils appellent le premier à la fin. Et je vois les 11 premiers qui viennent, qui me serrent la main, ils se disent, mais c'est qui ce mec? Enfin, tu vois qu'ils se connaissaient tous, quoi, je veux dire. Même Jeanne, il était chez Salomon, il connaissait tout le monde. Et là, tu les vois, ils se disent, putain, mais lui, nous, on l'a jamais vu, lui. Donc, bon, tu vois, un peu bizarre. Du coup, bon, moi, je trouvais ça marrant. Et là, quand t'as Kylian qui te serre la main et qui se place à côté de toi, parce qu'on était placé dans un certain ordre sur le podium, et qui te fait une accolade et que tu te retrouves au milieu de ces gars-là, ouais, là, ouais, je pense que c'était mon moment. Ou bon, après, je suis peut-être, enfin, je suis aussi quelqu'un de très fan et qui est facilement Impressionnable. admirateur, mais Admiratif. ouais, 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 voilà, ouais, impressionnable. Mais ouais, 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 ça m'avait pris au trip, ouais. Du coup, ouais, je dirais, je te réponds ça. Très bien. Quel est ton rêve de trail? S'il y a un rêve, un trail dont tu rêves particulièrement. Une course. Euh, alors, bah, comme je te le disais un peu tout à l'heure, je dirais que clairement aujourd'hui, moi, je rêve des Golden Trail World Series. Euh, ouais, une course qui me prend au trip, c'est le marathon du Mont Blanc pour l'avoir couru et m'avoir pris une grosse bâche, pour avoir vu des victoires sur cette course, pour avoir assisté à des victoires sur cette course quand Kylian gagne ou voilà, je sais que Xavier l'avait fait une année, il avait fait deuxième. Voilà, c'est vrai que c'est une course où ouais, le parcours, enfin je sais pas, ça me procure certaines émotions et que ça me parle. Euh, voilà, je dirais que ouais, ce genre de course, Zegama, je l'ai jamais fait et tout le monde me dit que c'est incroyable. Bon, Sierzinal, voilà, c'est pareil, je l'ai jamais faite, mais il y a une énorme histoire derrière tout ça.
Ouais, je dirais que ce sont ce genre de courses. Après, comme le trail est en constante évolution, comme je le disais tout à l'heure, il y a 3 ans, j'aurais sûrement dit l'UTMB. Qu'est-ce que ce sera dans 3 ans? J'en sais trop rien. Je pense que les envies et les rêves bougent un peu avec tout ça. Euh, mais voilà, pour moi, c'est d'être au plus haut niveau sur ce genre de course. Donc voilà, on parle de rêve, hein. Je dis pas que c'est mon objectif de l'année prochaine, je veux pas paraître prétentieux, mais ouais, c'est de, c'est de, c'est, ouais, moi je vois un Bart cette année qui gagne le, le Golden aux Açores. Je me dis que bon, ce gars, il a 4 ans de plus que moi. Je veux dire, dans 4 ans, je me rêve à sa place, ouais. Et voilà, ouais, c'est ce qui me fait kiffer. C'est tout ce qu'on te souhaite, Yon. Bah, je te On remercie. va parler un petit peu d'avenir, alors plutôt côté professionnel cette fois. On n'en a pas parlé au début de Ouais, l'épisode, mais tu es fraîchement diplômé d'un e-learning option commercialisation des produits et services sportifs. Est-ce que tu peux nous parler de ça et comment tu te vois dans l'avenir par rapport à cette formation? ouais. Alors, en fait, ça, c'est qu'une part un peu de mon bagage universitaire, parce que du coup, avant ça, j'ai fait un DUT en génie mécanique. euh, en fait, j'ai toujours choisi mes études un peu en fonction du sport-études qu'il y avait. Et du coup, tout à l'heure, je t'expliquais que j'ai abandonné une école d'ingé et après, j'ai fait ce DUT en génie méca parce que voilà, c'était quand même dans les sciences de l'ingénieur et il y avait un sport-études qui me permettait de faire cette formation en 3 ans au lieu de 2. J'étais libéré tous mes après-midi. Et du coup, moi, ça m'allait très bien. Ne sachant pas vraiment ce que je voulais faire après, je me suis dit, bon, il y a de la mécanique, c'est assez cool, donc voilà. Et en fait, donc j'ai obtenu ce DUT il y a 1 an et demi. Et en stage de fin d'études, je me suis retrouvé en bureau d'études à concevoir des produits pour une marque de sport. Et là, je me suis dit, putain, mais en fait, être ingénieur, bah, tu es toute la journée sur ton PC quasiment. Tu fais de temps en temps un peu de prototypage où tu bricoles un peu, mais bon, tu es sur l'ordi, tu réponds à des mails, tu fais des devis, tu commandes des pièces, tu fais de la conception. Donc voilà, c'est des choses chouettes, mais moi, en fait, je me voyais juste pas du tout faire ça. Et donc là, je me suis dit, bon, bah, je vais continuer mes études et quoi faire, sachant que mon DUT est fini. Et comme j'avais remarqué que dans cette entreprise, le bureau d'études et les commerciaux se mettaient un peu sur la gueule parce qu'ils ont chacun leurs problématiques et ils essaient pas trop de comprendre les problématiques des uns et des autres, je me suis dit, bah, si je fais une licence de commerce, et bah, ça peut être complémentaire et le profil peut être intéressant au final d'avoir les compétences en sciences de l'ingénieur et d'autres compétences plutôt commerciales. Et voilà, c'est un profil un peu passe-partout. Ne sachant pas ce que je vais faire, encore une fois, c'est pas bête. Et voilà, du coup, je me suis retrouvé à l'INSEC en e-learning. Donc, c'était un super sport-études parce que là, du coup, tu vas pas du tout à l'école, donc c'est super. Et du coup, j'ai fait cette licence en commercialisation, comme tu disais, commercialisation de produits et services sportifs. Donc voilà, tourné dans le commerce du sport. Et j'ai fait cette licence que j'ai terminée il y a quelques mois, là, fin août 2020. Et, euh, et voilà, je me retrouve avec ce profil-là. Je ne sais bien sûr toujours pas ce que je veux faire. Donc aujourd'hui, le contexte est compliqué. Se projeter, trouver un emploi, avoir des expériences professionnelles, c'est super galère parce que clairement, qui embauche dans cette période? Pas grand monde. Ce que je fais l'hiver, c'est que je suis en formation pour le monitorat de ski. Donc, je donne quelques cours à l'école de ski l'hiver et ça me permet de me dédier quand même au maximum au sport sans entreprendre une activité professionnelle euh, qui fait intervenir en fait les études que j'ai faites et qui me demanderait d'être présent à temps plein dans une entreprise. Et voilà. Mais clairement, aujourd'hui, j'ai du mal à répondre à cette question. Très bien. Tu m'as dit en off tout à l'heure que tu avais déménagé du côté du Briançonnais. Tu peux nous parler un petit peu de cette décision? Ouais,
En fait, du coup, j'ai fait mes études à Annecy. Donc, du coup, comme je te le disais, j'ai grandi en Auvergne. Après, j'ai été dans le Jura. J'ai fini à Annecy. À Annecy, ça a été une superbe région. Maintenant, j'ai plein de copains là-bas. Je suis en partenariat avec une station de ski là-bas qui est la Clusa, qui me soutient dans mon projet sportif. Et donc, je reste vachement attaché à cette région, à ce territoire, pardon, et à la chaîne des Aravis notamment. Euh, Après, là, enfin, tout récemment, ça s'est fait cet automne. J'ai pris un appart avec ma copine et puis elle, en fait, elle avait du boulot dans le coin, dans le Briançonnais et du coup, on s'est pris un appart ici. Pour moi, ma pratique, c'est fabuleux parce que voilà, c'est un nouveau territoire à découvrir. C'est super sauvage, les écrins, donc il y a plein de choses à faire. Mais je reste encore très attaché à la Haute-Savoie. Et du coup, je navigue beaucoup entre là-bas et puis ici où on a l'appart. Donc voilà, je suis un peu entre les deux. D'accord. Bon, ben, t'as un beau domaine à découvrir avec les écrins là. Je connais assez cette partie-là et t'as de quoi faire en termes de dénivelé notamment quoi. Ah, mais c'est clair, c'est ouf. Non, non, mais là, c'est clairement incroyable. Enfin, là, ce qui est génial, c'est que, bon, avant, j'habitais à Annecy, et pour aller skier l'hiver à la Clusaz, bah, tu as 3 quarts d'heure de route. Donc, tu fais 3 quarts d'heure de route, tu fais ta séance, et tu refais 3 quarts d'heure de route. Donc, bon, génial. Là, je chausse les skis devant la baraque. Tu as 1000 mètres de dénive à skier au-dessus de chez toi. Et l'été, c'est encore mieux. L'été, tu peux monter à quasiment 3000, là, juste au-dessus de la maison. Et, Je connais et très c'est ça. bien, juste au-dessus de Monetier-les-Bains, le sommet qui est à 2930. C'est un des derniers Ouais, bah, sommets avant de replonger sur la fin du trail de Serre Chevalier. Je peux te dire que celui-là, je le connais bien. ah ouais, t'en as chié un peu sur celui-là. Légèrement. Je ne sais plus comment il s'appelle ce sommet. Il, Si, il s'appelle le Grand Area. c'est ça. Le C'est Grand ça. Area, et Petit, tu vois, petit en coucou fait, à Thomas avec qui nous avons été au Grand Area lors du Search Trail. ah, bah, tu vois, c'est marrant parce que j'habite au pied du Grand Area. Enfin, tu peux pas faire plus au pied, quoi. J'habite un tout petit bled. Et en fait, tu as le sentier derrière la baraque qui monte direct au Grand Area. Donc, je crois que tu as 6 km pour aller là-haut et t'as 1400 mètres de dénive. C'est ça. Un de mes pires moments de trail, il était là, était au Grand Area, je te confirme. Bah, je pense qu'il faudra que tu y retournes un peu avec plus de fraîcheur parce que franchement, il y a de quoi profiter C'est là-haut, clair, quoi. c'est clair, c'est clair. C'est juste magnifique. On arrive tranquillement à la fin de notre épisode. Euh, on va pas rentrer dans le pathos et dans les grandes phrases toutes faites, mais il me semble que la protection de l'environnement te tient particulièrement à cœur, donc notamment par rapport à ton historique familial, etc. Euh, Est-ce qu'on peut parler légèrement de cet aspect-là et plus particulièrement de la protection de l'environnement dans le trail running aujourd'hui? Ouais, alors carrément avec grand plaisir, c'est un sujet auquel je suis vraiment sensible, comme tu le dis, de par mon enfance et un peu cette sensibilité que j'ai avec la nature, avec les animaux, avec les abeilles, tout ça. Donc, ouais, quand tu grandis là-dedans et quand tu prêtes vraiment attention à ce qui se passe et aux évolutions, même en 23 ans, qui n'est pas grand-chose, bah, tu peux remarquer beaucoup de changements. Et encore plus quand tu pratiques des sports de montagne. Enfin, moi qui fais beaucoup de ski l'hiver, tu vois les enneigements, enfin, je veux dire, même en 10 ans, enfin, je veux dire, tu vois que la montagne, elle change complètement, quoi. Et du coup, tu peux plus le négliger. Enfin, tu peux pas ne pas le voir. Et du coup, je pense pour ça que j'ai cette sensibilité-là vis-à-vis de ce sujet, c'est qu'au quotidien, je sais pas, la nature, la montagne, elle te parle un peu, quoi. Elle te montre qu'il y a plein de choses qui vont pas. Et, et c'est notre devoir là de déjà d'en prendre conscience et d'adapter nos comportements parce que ça fera pas longtemps. Et je pense qu'on s'en rend pas compte. On est un peu tous endormis dans des habitudes, dans un fonctionnement, mais il est temps qu'on se réveille parce que le jour où, comme je te le disais tout à l'heure, le jour où les abeilles viennent à disparaître, où il n'y a plus de neige, où tout se casse la gueule,
mais on se rend pas compte, ce sera la fin de tout, quoi. Enfin, je veux dire, nous, on se croit surpuissants et on croit qu'on peut faire un peu tout ce qu'on veut, enfin, ce sera, enfin, ouais, ce sera la fin du monde, quoi. Mais bon, pour l'instant, on s'en rend pas trop compte, puis c'est difficilement palpable, voilà. Après, la protection de l'environnement dans le trail, je pense moins pouvoir en parler au final que limite la protection de l'environnement vis-à-vis des abeilles. C'est un peu paradoxal, mais bon. Euh, voilà, après, il y a un peu des choses bateaux comme faire juste attention à notre manière d'évoluer en montagne, à rien laisser derrière nous. Mais c'est des petites choses, mais enfin, moi, il y a un réflexe que j'ai, c'est qu'à chaque fois que tu trouves un papier en montagne, tu le ramasses. Et ça fait pas de moi un écolo, ça fait juste quelqu'un. Enfin, c'est juste de moi quelqu'un de normal où je me dis, ce papier n'a rien à foutre là, quoi. Et c'est des petits trucs, tu vois, mais comme le fait de déménager pour arrêter de faire 3 quarts d'heure pour aller faire mes entraînements, ça fait pas du tout de moi un grand défenseur de l'environnement qui va donner des conseils ou qui va dire toi ce que tu fais c'est pas bien. Mais ça fait juste de moi quelqu'un de sensé où je me dis bon, je passe toutes mes journées en montagne, c'est peut-être intelligent de ne plus habiter à 3 quarts d'heure de mes spots d'entraînement. Donc voilà, c'est bon avoir du bon sens et, euh, et ouais, prendre en compte tout ça dans son quotidien, dans sa manière de s'alimenter, ça passe énormément par là, dans sa manière de se déplacer, dans sa manière d'évoluer en montagne. En fait, c'est un tout, quoi. Je veux dire, être un peu écolo en faisant 3 fois rien. Enfin, je veux dire, en mettant des messages sur Facebook. Ça, je pense que tout le monde en est capable de se croire un peu sensible en partageant un peu des constats de la communauté scientifique. Mais voilà, j'appelle juste à le, à le prendre en compte dans le quotidien. Donc après, bon, en étant sportif de haut niveau, on est très très loin d'être parfait parce que bah, aux Açores, bien sûr, j'ai pris l'avion pour y aller et je le fais non sans culpabilité. Clairement, ça me fait un peu mal au cœur de monter dans un avion pour aller faire une course, mais ça fait aussi partie de mon métier, de ma carrière, donc je vais pas dire que je suis parfait. Je dis juste que voilà, faire le maximum de ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc voilà, juste réfléchir, se réveiller un petit peu sur ce qui se passe et sur la merde qu'on fout un peu à droite à gauche et essayer d'optimiser quoi. Comme on le fait dans notre entraînement, c'est chercher les petits détails, c'est essayer de voir comment on peut changer certains trucs pour progresser et puis avancer quoi et surtout pas se dire putain mais moi de toute façon c'est un que je fasse quelque chose parce que les voisins sont pires. Enfin bon, en fait c'est chacun à avoir ses propres responsabilités vis-à-vis de tout ça quoi. Donc voilà Très bien. un peu ma vision du truc. C'est un peu confus, puis c'est vrai que j'en parle pas souvent parce que c'est un sujet hyper délicat, mais c'est clair que ça me prend aux tripes et ça m'attriste vachement, quoi. De voir les abeilles mortes, de voir des espèces qui disparaissent, de voir la montagne qui est souillée, la montagne qui est ultra parcourue et non respectée. Moi, ça me fait vraiment, vraiment mal au cœur, quoi. Et du coup, ouais, j'en appelle à des comportements Plus sensés. civique. Ouais, ouais, ouais. Très bien. Message entendu. Johan, qui souhaiterais-tu voir apparaître dans le podcast? Qui je souhaiterais voir apparaître dans le podcast? Eh bien, je vais te donner un jeune de mon âge avec qui je m'entends super bien pour passer pas mal de temps avec lui depuis que je suis un peu plus dans le Briançonnais. C'est un gars de la vallée qui s'appelle Alexandre Fine. Euh, je trouve que c'est un gars qui mérite d'être, enfin d'échanger avec lui parce que il a plein de bons avis sur plein de choses. Enfin, voilà, nous souvent on part dans plein de conversations sur le trail, sur l'entraînement, sur plein de trucs.
Et c'est un mec simple, passionnant, et surtout qui concilie avec brio sport et professionnel, parce que le mec est quand même champion de France en 2018. Il fait 5e aux mondiaux l'an dernier, et il est boulanger avec son frère jumeau. Et du coup, pour aller acheter du pain chez lui à la boulange, je vois comme il bosse, mais c'est des grands malades, quoi. Enfin, je veux dire, là, je leur ai acheté une bûche le 31 décembre, et je leur ai dit, les gars, ça fait combien de temps que vous n'avez pas dormi? Ça faisait plus de 24 heures qu'ils étaient à la boulange et qu'ils faisaient les bûches pour les vendre le 31 décembre, quoi. Et du coup, moi, je suis admiratif, et du coup, je trouve qu'ils ont une vision, les deux, là, qui sont super intéressantes, de comment ils concilient un peu leur sport et leur métier. Donc voilà. Et puis, ça peut être cool aussi, un format où tu as les deux frères jumeaux euh, qui apportent, qui se parlent un peu. Donc voilà, je Très te bien. suggère ça. Ils sont dans Briançonnet du coup. Ouais, ouais, ils habitent dans la vallée du Monétier aussi, de Monétier-les-Bains, qui va au col du Lotaret. Bon, ben, je les Ouais, ils ont leur contacterai de ta part boulangerie. alors du coup. Ok, avec plaisir. Super. Johan, on arrive à la fin de notre épisode. Ce sont des questions rapides, alors des questions avec des réponses courtes et sans arguments. Est-ce que tu es prêt? Ok, ouais, je suis prêt. Plat favori après la course? Des pâtes, Boisson favorite après la course? une bonne bière. J'en bois pas souvent, mais là, celle-là, elle fait plaisir. Tu es plutôt gel, bar, les deux ou aucun des deux? Gel. Fait maison ou industriel? Euh, D'une petite entreprise qui les fait bien. Très bien. Du coup, je sais. Tu préfères une grosse rafale de vent ou une grosse averse de pluie? Euh, la pluie. J'aime pas le vent. Tu préfères les racines ou le verglas? Oh, les racines. Est-ce que tu préfères courir de nuit ou tu préfères courir de jour? Hmm. De nuit. Tu préfères l'hiver ou l'été? Ça, c'est très dur. Pour courir, hein. Ça, c'est très. Ah, pour courir. Ah, bah, l'été alors. L'été. Tu préfères courir le matin, le midi ou le soir? Le soir au coucher de soleil. Tu es plutôt podcast, musique ou rien du tout quand tu cours? Rien du tout. Écouter La la nature. musique, la musique dont tu ne parles à personne. Euh, En ce moment, avec ma copine, on écoute Camaro. Femme like Je you. sais même plus comment. Ah ouais, Fime Like You. Oh là là, non, mais ça, C'est c'est la un base. carnage. Puis ça te reste dans la tête, mais pendant des heures, ça. C'est ça. Et ceux qui ne connaissent pas, allez voir le clip sur YouTube, vous verrez, c'est du grand art. Ah non, mais le clip est incroyable, vraiment. Tu préfères courir seul ou accompagné? Seul. Tu préfères, c'est la dernière question, gagner la Pyramenta ou Cirzinal? La Pyramenta hiver ou été? Hiver. Oh là là, c'est impossible à dire, ça. Pourtant, il faut choisir. Oh là là, ça c'est impossible. Bon, allez, Sierzinal, mais mon cœur balance énormément. Ouais. Bon, mais c'est cool. Yoann, on a terminé. Je te remercie énormément pour ces 1h50 passées ensemble. J'ai pas vu le temps passer. Ça a été très très agréable. Tu nous as régalé. Bah, un grand merci à toi. J'espère ne pas avoir trop parlé et pas Pas du m'être tout. trop étendu sur certains trucs. Et C'était c'était parfait. super cool d'échanger d'échanger avec toi sur tout ça. Donc voilà, je te Eh remercie. ben, tant mieux. J'espère que les auditeurs apprécieront parce que moi, en tout cas, j'ai apprécié vraiment cet épisode et c'est cool d'avoir les jeunes pousses du trail. Enfin, tu es plus trop un jeune pousse, hein, parce que maintenant tu as confirmé, mais voilà, j'ai pas fait assez intervenir aujourd'hui dans le podcast des jeunes du trail et ça fait du bien. Bon, bah, je te remercie. Voilà, c'est cool. Salut, ben, je te souhaite une bonne soirée, puis merci encore et à très bientôt. Et bah, merci à toi. À bientôt. Salut. Salut, salut.
Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de notre invité et je le remercie de nouveau de s'être rendu disponible pour un épisode du LTP. Si vous souhaitez rejoindre la communauté du LTP, rien de plus simple, rendez-vous sur Instagram à Let's Try le podcast, sur Facebook à Let's Try, sur YouTube à Let's Try, ou alors je vous laisse taper Let's Try le podcast sur les moteurs de recherche et vous tomberez sur mon site internet. Vous avez également la possibilité de vous inscrire à la newsletter que j'envoie tous les mois, newsletter sur laquelle il y a les news du LTP, les invités à venir et tout un tas d'autres sujets. Vous trouverez le lien d'inscription sur les différents moyens de communication. Et comme vous le savez, le Let's Try Podcast est un projet 100% bénévole. Donc si le cœur vous en dit, et pour soutenir le projet, n'hésitez pas à aller sur la plateforme Patreon /Let's Try le podcast. Patreon, Patreon. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous avez tort. Salut!